Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 45 de C'est qui en pôle. Donc au programme de cet épisode, le débriefing de la saison MotoGP 2018 en compagnie de celui qui nous fournit, quand je dis nous, c'est pas uniquement nous trois, mais c'est tout le monde sur les réseaux sociaux, plein d'infos et plein de belles photos sur Twitter et Instagram. Salut Thomas d'Offbike. Salut, merci une nouvelle fois de m'accueillir. Ça fait, si je me trompe pas, ça fait quasiment un an. Ouais, ça fait une petite, une petite année. Ouais. Exactement, donc merci encore de m'accueillir. Super gentil. Merci à toi de venir nous voir pour parler moto. Ouais. Et évidemment, Pierre et Steph, comment ça va les gars ? Salut, ça va bien, écoute. Ouais, mais de même, j'ai laissé ma mauvaise foi au vestiaire, donc vous allez voir, je suis un homme neuf. C'est vrai ? Non, je déconne. Ça va tenir 2 secondes. Ah oui, là c'est déjà fini. Hein. Résolution 2019. C'est mort. Tant pis. Juste en aparté, Thomas, est-ce que tu veux présenter un petit peu tes activités ? Donc je suis journaliste freelance, je travaille pour plusieurs médias et je fais des statistiques aussi également pour MotoGP et je suis aussi rédacteur pour World SBK. Est-ce que je peux me permettre aussi de rappeler les photos de ouf ? Ah oui, voilà. Les photos, les tech porn. Oui, c'est ça, oui, c'est le mot. Moi j'évite de mettre le hashtag techporn, mais non, mais parce que ça pourrait être repris par d'autres agrégateurs. Exactement. tu verrais des robots qui font en référence. Oh non, c'est dégueulasse. Mais non, mais je crois même que t'as les faveurs des Anglish, hein, les oui, Anglish, c'est ça. Ouais, après plusieurs. David Emmett, je sais plus le nom. C'est ça, ouais, David Emmett. Je les suis, mais en fait, il y en a 2 ou 3. Casey Ewan aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ils me font confiance par rapport à ça. Ils sont. Et c'est vrai que les photos techniques, c'est en fait la nouveauté à chaque fois, c'est de montrer les ailerons, un bras en carbone, des choses comme ça. Et c'est des choses que des fois qui sont sorties très subtilement et donc on voit pas. Donc au fur et à mesure d'être sur les grands prix, on arrive à voir la différence d'une étape à l'autre. Et donc du coup, c'est mais il y a des trucs hyper pointus, genre des capteurs de température. Exactement. Voilà. Ou des bougies d'échappement. J'avais passé. Des bougies d'échappement. Des bougies. Non, c'est des sons de lambda. Ah oui. Ça c'est la réponse de Thomas Beaujard. C'était une petite joke entre Thomas et D'accord. Exactement. Mais ouais, c'est toujours intéressant de mettre en avant la technique des MotoGP parce que c'est quand même des petites machines d'extérieur, contrairement à une Formule 1. Mais c'est vrai que de voir toutes les subtilités sur une MotoGP, et c'est ça souvent qui fait la différence. Alors moi, le gros intérêt que j'ai vu dans les photos, surtout, puisque là on fait un petit mot sur les photos, c'est que souvent tu prends une photo, là dernièrement j'ai vu une photo passer où il y a les étriers de frein démontés, les disques de frein aussi, ouais. Et donc tu prends des photos dans des situations, on va dire, un petit peu... Oui, effectivement, alors après là cette photo elle est particulière dans le sens où en fait quand ils font chauffer les moteurs, souvent ils en retirent les étriers et les disques parce que... Alors c'est pas parce qu'ils font chauffer les moteurs, c'est parce qu'en fait avant de partir, les pilotes savent pas forcément en quel pneu ils vont partir. Ouais, donc en fait la configuration, de changer à la volée au dernier moment, dire tiens je vais partir en soft ou en médium. Donc effectivement ça évite au mécano de redémonter les disques. Effectivement, et donc ça permet de voir les vis en titane, de voir certains capteurs qu'on voit pas quand les étriers sont montés ou quand exactement. Et oui, juste pour finir, la qualité de la lumière est bonne parce que quand on est photographe, tu fais rien au flash, ou quasiment. Très peu. Donc ça se voit. Donc, après... merci pour la lumière naturelle, je suis un chantre de la lumière naturelle. On a l'avantage de pouvoir, quand ils font chauffer les motos, qu'ils sont à l'extérieur, donc forcément ça aide. Oui, mais même à l'intérieur, ça se voit qu'il n'y a jamais même de fil de flash. Ouais, y a pas de fil. J'essaye. Et c'est un peu comme le National Geographic, tu vois, c'est des lumières... Non, je déconne pas, c'est des lumières que tu peux pas imiter. C'est non, naturel. C'est sûr. Voilà, petite interlude photo. Interlude photo, excusez-nous. J'imagine que tu prends pas des photos avec un smartphone ? Non, du tout. Celle que je prends avec le smartphone, c'est juste pour faire quelques infos sur Twitter ou même quelques stories sur Instagram, mais sinon non, très peu au smartphone. On peut pas faire la qualité photo, non. On nous aurait menti. C'est ce qu'on nous vend pourtant, merde. Ah ouais, putain, merde. Non. Avant de commencer de parler moto, donc on est réunis au Binous à Paris dans le 9e, à savoir que c'est un bar qui est aussi dans le 10e. Et comme je l'ai annoncé, donc on est au numéro 45, donc le numéro 45, on va parler un petit peu de Scott Redding.
donc qui est né en 93. Il arrive en GP, donc en 125 cm3 en 2008. Et il frappe d'entrée en abaissant le record de jeunesse pour remporter un GP à 15 ans et 170 jours pour son Grand Prix national donc en Angleterre. Record qui sera battu cette année. L'année dernière, qui sera battu en 2018. Ouais. Par un certain Chan Hon-Chu, effectivement, la sensation du team Red Bull KTM Ayo. Et effectivement, il avait déjà impressionné pendant les qualifs. Donc les conditions s'y prêtaient. Après, on peut dire qu'il pleuvait, voilà, mais bon, après, il faut rester sur ses roues. Et il a montré qu'un certain talent. Bon, il s'est fait quand même quelques frayeurs durant la course. Ouais, puis qui n'en a pas fait. comme d'hab, en plus, on voyait toute sa team qui lui disait de ralentir. C'est ça, son frère aussi. Arrête. Son frère jumeau, effectivement, qui lui disait de ralentir. Mais c'est à cet âge-là, effectivement, à 15 ans, je pense qu'on a la fougue. Quel âge exact alors pour Hon-Chu ? 15, c'est 15-115 on dit en fait. 15 ans, 115 jours. 15 ans et 115 jours, exactement. Bon, on va revenir à Scott Redding. Donc pour sa première saison, il est 11e au général et la deuxième année ce sera plus difficile, il sera 15e. Il montera en Moto 2 chez Marc VDS en 2010, il y passera 4 ans, il va gagner 3 courses en 2013 où il termine 2e au championnat derrière Paul Espargaro. Il va louper le titre en chutant aux essais en Australie, il va se blesser au poignet, ce qui va l'empêcher de défendre pleinement ses chances en fin de saison, on va dire. En 2014, il arrive en MotoGP chez Gresini, puis chez Marc VDS. Et il va faire 2 ans chez Pramac et la dernière année chez Aprilia donc dans le team officiel. Donc au total 5 ans en MotoGP, 2 podiums. L'année prochaine, il roulera en British Superbike. Sur une Ducati. Sur une Ducati, sur une Panigale V4. V4, ouais, exactement. Il a déjà fait ses premiers tours de roue à Jerez. Quand le team officiel était là pour le test Superbike, il y a une moto qui est revenue aussi pour lui pour faire ses premiers essais. Il y avait aussi une démonstration de la nouvelle Panigale V4R avec les ailerons qui a été présentée à la presse. Donc du coup, il était là aussi pour ça, pour justement faire cette. Alors je sais pas s'il a roulé avec la presse, je crois que oui. Mais sinon, il était là aussi pour ça, bien évidemment. Et donc tu l'as vu rouler cette moto ? Non, je l'ai pas vu rouler parce que malheureusement j'avais du travail à faire, donc du coup je suis resté à l'hôtel pour travailler et j'avais du travail à faire, donc je suis resté à l'hôtel, donc je n'ai pas été au test Superbike qui a eu lieu les 2 jours avant le test MotoGP. Il est surtout connu, notre ami Scott Redding, pour sa personnalité un petit peu fantasque ou en couleur. Et puis il a fait des vlogs, enfin du moins des vidéos, il tenait un blog. Il tenait un blog où il se mettait pas en scène, mais où il tenait la communauté informée, mais toujours de manière détendue. Quoi. Le déboîteur d'épaule. Oui, c'est vrai. Bien tenté, mais en plus cette saison, trop tard. C'est vrai qu'il a redécouvert un peu les réseaux sociaux. Il a toujours été un peu actif comme pilote, mais cette saison, il nous a envoyé des perles sur Twitter ou Instagram. Il est intenable, ça a l'air vraiment d'être une personnalité joyeuse et toujours en train de déconner. Ouais, mais j'ai lu une de ses interviews où en fait il s'est vachement recentré sur la boxe. Il expliquait que en fait il se faisait chier sur les paddocks. Je pense qu'il devait être un peu vénère de sa situation. Et il expliquait qu'il était à fond dans la boxe, qu'il était fan de jeux de jambes. Mais c'est marrant parce que en fait dans son interview il fait pas de langue de bois, mais pas pour faire le malin en fait. Il explique là j'en ai chié, là j'ai fait chez Aprilia c'est compliqué. Mais pour autant il chargeait pas ni le team ni quoi que ce soit, mais il faisait un constat. En même temps, c'est vrai que tu peux pas faire autre chose qu'un constat une fois que le bal est fini, tu sais ce qui s'est passé quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il se fait une fixette sur la boxe, il est à fond là-dedans quoi. Donc, et il dit qu'il va continuer, d'ailleurs que ça va le tenir. Il y en a qui font du dirt track au ranch et lui il va faire de la boxe. Exactement. Sachant que c'est un sport où tu respires beaucoup et il faut la respiration est importante. C'est vrai qu'en compétition on l'a vu, notamment Johan Zarco qui s'accompagne d'un coach pour l'apnée, donc c'est vrai que c'est important et la boxe est connue pour ça. On va parler évidemment des petits résultats des Frenchies dans les autres catégories. Donc en World Superbike, on a eu Loris Baz qui fait 11e au général avec 137 points. Meilleur résultat, 6e au Portugal et aussi pour la dernière course au Qatar.
Enfin l'avant-dernière, puisque la dernière c'est pas couru à cause de la pluie. Une des deux courses, c'est pas couru, celle du dimanche. La deuxième, ouais. Ouais, la deuxième. La première a été courue et il a fait 6. Ouais, parce qu'il a plu durant donc une pluie torrentielle le dimanche matin, le dimanche matin à Losail, donc ce qui est assez rare. Donc les dégagements en fait, pour l'eau, les évacuations, on en parlera plus tard. C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'ils sont pas habitués à ce genre de situation là-bas. Et par contre, ils ont fait rouler le Super Sport. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment les phases de freinage en Superbike étaient beaucoup plus, alors là pour le coup, beaucoup plus loin, proche, ça dépend, que le Super Sport. Donc du coup, il y avait un passage où justement ils freinaient sur de l'eau. Donc c'était impossible de faire rouler le Super Sport. Le Superbike, pardon, alors que le Super Sport a roulé. Ouais, et puis au Super Sport, il y avait le titre qui se jouait. Exactement. Donc on pouvait pas vraiment annuler la course, alors qu'en Superbike, Réa était déjà titré. Mais le Qatar, c'est une redite parce que le MotoGP a déjà été victime du déluge il y a la saison d'avant, non? Bah, je sais pas, je crois que c'est 2018, non? Non, 2017. En 2017, il avait plu. Effectivement, donc les qualifs avaient été annulés. Oui, je me souviens de ça. Et c'était genre tout le monde tombait des nues, enfin comme la pluie d'ailleurs. Bien sûr. Les gens ils venaient de l'hôtel. Enfin, tu le voyais parce que t'as Alex Briggs qui tweet souvent le In-Car Convo, ce qui se passe. Et puis là, il disait il y a des murs de flotte qui nous tombent dessus. On n'en peut plus. Et les qualifs avaient été annulés et la course, vous vous souvenez, avait été décalée légèrement parce qu'il avait plu sur la grille. Donc la question se posait de savoir s'il fallait décaler, attendre qu'il pleuve ou pas. Voilà. Bon, c'était la chance qu'on ait pu rouler puisque Zarco a fait ses 6 premiers tours d'anthologie. C'est vrai. On parlait du Super Sport, donc on a Mayas qui est vice-champion du monde, donc derrière Cortese avec 185 points et 3 victoires. On a Cluzel 3ème, tout juste 2 points derrière, donc avec 183 points, 5 victoires dans l'année. Et Perolari 15ème donc, du GMT avec 36 points, malgré le peu de courses qu'il a couru donc, avec le GMT. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode hors série. Du coup, je vends mon truc. Pour parler rapidement du Super Sport 300, donc on a Enzo Della Vega qui a fait 15ème, Andy Verdoya qui a fait 26ème et Hugo De Cancellis 34ème au général. En Super Stock 1000, on a Florian Marino 5ème, Maxime Cudeville 22ème, Johan Nigon 24ème et Randy Pago 32ème. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cette saison? Ouais, donc on a oublié de citer Joseph Forêt, mais qui était non classé vu qu'il a marqué 0 points sur la saison. Ouais. Alors qu'Andy Verdoya, il a fait que 3 courses en wildcard et il a été classé. Et on a eu 2 pilotes wildcard dans la Manicourt en Super Sport 300, donc Stefino, une demoiselle, et Hugo Girardet. Donc bonne nouvelle pour Stefino et Andy Verdoya qui ont trouvé Elle recourt sur la saison complète, j'ai cru comprendre. Et du coup, Andy Verdoya aussi a trouvé une selle pour la saison complète. Donc on va avoir pas mal de Français dans cette catégorie l'année prochaine. En 300, Sachant que excuse-moi je te coupe, mais c'est vrai que sachant que le format l'année prochaine va changer drastiquement dans le sens où ils sont 50 engagés sur la liste. Donc ce qui est quand même énorme. Donc les qualifications détermineront les 30 premiers sur la grille à revoir, effectivement, je ne l'ai pas en tête. Et ensuite il y aura une course de la dernière chance qui aura lieu le samedi. La consolante. Ouais, exactement. Ouais, ça, où les 6, si je ne me trompe pas, les 6 premiers en fait ils seront reversés pour la course du dimanche. Il n'y en a que 36 qui font la course et 14 autres qui resteront au bas. 36, ça fait déjà une belle course. Ouais, exactement. Donc j'espère ne pas me tromper en disant que c'est bien les 30 premiers, mais je crois que c'est ça. De mémoire aussi. Et on a parlé Super Sport 300, Girl Power, parce qu'il me semble qu'il y a eu une fille qui a gagné le championnat au nez à la barbe des barbus. Exactement. Et alors si je dis le nom, j'ai 2 filles qui me viennent en tête, je sais pas si c'est Anna Carrasco ou c'est Anna Carrasco, parce qu'il y a une autre fille qui court. Maria Herrera, c'est pas elle. Non, c'est elle. Maria court aussi en Super Sport. Elle courait en Super Sport 300. Oui, elle courait, mais pas l'année dernière. Enfin, si, l'année dernière, elle courait en Super Sport 300. Et avant en Moto 3. Il y avait 2 filles engagées. Autant pour moi, je ne vais pas lui manquer de respect. L'année prochaine en Moto I. Et en Super Sport. Et en Super Sport 600, Oui, c'est ce que j'ai vu passer, c'est que c'est Anna Carrasco qui s'engage en Super Sport 300. C'est pas mal. Ouais. On va passer au gros de la soirée, c'est-à-dire le débrief MotoGP. Alors on va rappeler les 5 premiers du championnat. 5e Alex Rins avec 169 points, 4e Viñales 193, 3e Rossi 198 points, 2e Dovizioso 245 points et 1er Marquez avec 321 points. Alors les différents vainqueurs de l'année, donc Viñales et Crutchlow ont gagné chacun une, Lorenzo 3, Dovizioso 4 et Marquez 9. Ce qui fait quand même beaucoup. Oui.
c'est quand même une belle domination de Marquez. Qui commence pour les points forts, Pierre? Ouais, donc ça va être assez simple, hein. Marquez qui reste intouchable, donc on peut forcément le mettre que dans les points forts. On a l'impression que cette année il était encore plus fort que, enfin moi c'est l'impression que j'ai eu que l'année précédente, qui semblait maîtriser chaque course, là où la Honda avait été en difficulté précédemment, par exemple sur des courses comme le Red Bull Ring ou etc. Là cette année il a réussi à leur tenir la jambe. Et dans le mind game aussi, j'ai trouvé que par rapport à Dovi, sur des fins de gestion de course, et il avait réussi à prendre le dessus, où justement il allait arracher la victoire devant Dovi, alors que fin 2017 c'était plutôt lui qui avait perdu la course sur le dernier virage. Donc ça c'est mon premier point fort, Marquez. Donc Ducati en général, une bonne saison si on prend les stats de ces deux pilotes cumulés, et Dovi qui confirme sa forme et son statut de vice-champion, même si quand tu parles des points c'est vrai qu'il est quasiment à 80 points de Marquez sur la saison. Il y a encore du boulot de ce côté-là. Et mon dernier point fort de la saison, c'est Tech 3. Tech 3 qui reste constant malgré les saisons qui passent, avec une Yamaha qu'on a dit un peu, bon on sait pas trop, mais un peu hors d'âge sur certains morceaux. Et voilà, qui arrive toujours à faire des pôles, qui arrive toujours à faire des podiums. Donc, et qui finit bien la saison. Donc voilà. Thomas, ton point de vue? Oui. Non, mais je rejoins ce que dit Pierre effectivement sur Marquez qui survole un peu le championnat, enfin un peu, c'est peu dire. Exactement. Il est en cruise control le gars, hein. Il a lâché les mains. Hein. Beaucoup, mais après par contre on voit que quand les pneus lui correspondent pas, c'est un peu plus compliqué. Là on pense notamment à l'Italie où ça a été un week-end quasiment chaotique pour lui puisqu'il chute beaucoup en qualif. Alors je sais pas, ça faudra revoir les statistiques. Mais par contre, pareil en course, du coup on voit que ça a été difficile et puis il tombe dans les premiers tours, même s'il termine la course et qu'il termine, je crois qu'il termine à la porte des points, je crois qu'il termine 16e ou 15e, effectivement c'est compliqué quand les pneus sont, voilà, c'est quelqu'un qui sollicite beaucoup le pneu avant et quand c'est quelque chose qui se passe mal, on voit que c'est compliqué. Mais voilà, hormis cet épisode-là, sans parler de l'Argentine bien évidemment, hormis cet épisode-là on voit qu'il survole le championnat, mais même en parlant de l'Argentine on voit que même voilà, en ayant eu un race-through pardon, je crois qu'il termine 5e. Ouais. Termine 5e. Avant la pénalité. Avant la pénalité de 30 secondes après, justement pour ce qu'il a fait à Valentino Rossi. À beaucoup de gens en fait. À beaucoup de gens, mais surtout à Valentino Rossi. Et après être parti en fond de grille, même si c'est pas grand chose, c'est toujours non, il part pas justement. Il y a eu un petit cafouillage sur la grille de départ et justement il est parti et il a eu un race justement pour ça. Exactement. Donc, il remonte. Mais quand je dis fond de grille, c'est qu'ils sont tous partis derrière Miller parce qu'ils avaient partis derrière Miller. Ils sont tous partis fond de grille sauf Miller. Exactement. Fond de grille. C'est pour ça qu'il y avait Miller devant et le reste à fond de grille plus la reposition sur la grille initiale, quoi. Donc forcément. Du coup, j'avais demandé s'il y a d'autres points forts que Marquez. Ouais, alors après il y a Ducati d'une façon générale, que ce soit à la fois Miller qui a montré quelque chose de grand, si on se souvient en Argentine, son tour qualif sous la pluie, en slick sur la piste mouillée, où on se souvient aussi justement de la course qu'il a fait en Argentine où il s'est battu au début pour la victoire, même s'il a fait une petite erreur et du coup il a lâché le groupe de tête mené par Zarco, Crutchlow et Rins. Mais après voilà puis Bautista aussi. Bautista effectivement quand il a remplacé Lorenzo en Australie, mais c'est surtout après l'élément qu'il faut souligner, c'est surtout Lorenzo qui a montré que quand tout va bien et quand on lui fournit les éléments dont il avait besoin, il était au-dessus du lot et il a montré dès le Mugello que c'était qu'il fallait compter sur lui. Et beaucoup n'ont pas l'avaient éliminé dans la course au titre. Mais en fait, s'est rendu compte que pourquoi pas, justement, au milieu de saison, pourquoi pas, il aurait pu se battre pour le titre. Après, ça a failli basculer, quoi. Ça a failli basculer, et à partir de ce moment-là, on voit que, du coup, il parlait le même langage, on va dire, que Dovizioso. Donc, c'est vrai que ça a commencé à avoir une espèce de rivalité dans le team. Donc, c'est vrai qu'il y avait une émulation, on va dire. Donc, mais ça s'est crispé, c'était une émulation crispée, quoi. Peut-être après. Ça s'est senti dans la. Ouais, c'est ça. Dans la presse, quoi, après. Forcément, de toute façon, comme on dit, en fait, son meilleur adversaire, c'est son coéquipier. Donc, effectivement, là, quand on voit qu'il y en a un qui passe par-dessus l'autre au niveau des résultats, forcément, c'est compliqué. Après, il a commencé à être compétitif et peu de temps après, il a appris qu'il avait plus de Guido chez Ducati, quoi. Donc, la rivalité, ça s'est encore un petit peu accentué. Ouais. Puis il a fini par se blesser. La fin de saison a été très chaotique. Ça a été compliqué pour lui, c'est sûr.
mais il a montré quand même qu'il était capable de gagner encore, là où beaucoup pensaient que c'était impossible pour lui, surtout sur une machine. Tout le monde, quand il a signé chez Ducati, on est sur une moto qui est pas faite pour lui. C'est un pilote Yamaha, il faut pas que la moto le brusque de trop. Et en fait, il a montré que en 1 an et demi, même pas. Ouais. Mais il a fait chez Ducati ce que Rossi n'a pas réussi à faire. Non mais voilà. Ça c'est polémique, on va dire effectivement. C'est pas les mêmes machines, etc. Ça, je ne relève pas. Non, mais beaucoup de gens avaient dit justement par rapport à ce que tu disais qu'il réussirait pas chez Ducati. Bah oui. Il a quand même gagné des courses, il a quand même été compétitif en partie. Parce que, donc, ça reste un sale con, hein, mais bon. Excusez-moi. Ça ne n'engage que moi. C'est vrai que c'est un sale caractère. C'est vrai que c'est pas comparable, effectivement. Les aires sont différentes. Le staff autour du projet Ducati est complètement différent. L'arrivée de Daligna en 2015, si je ne me trompe pas, fait que ça a beaucoup fait avancer les résultats de la Ducati. Il y a eu une petite inertie, on va dire, quand il est arrivé, mais il a fallu très peu de temps pour que Iannone accède à la victoire et que du coup après ça. Non mais je pense aussi qu'on a dû croire que la Ducati était magique parce qu'il y avait Stoner dessus et cette alchimie Ducati Stoner, je pense qu'elle venait de l'espace en fait. Bah, il y avait des Bridgestone qui faisaient des pneus que pour Ducati aussi. Peut-être, non mais tu vois ce que je veux dire, quand tu voyais la Ducati mais se balader littéralement, t'avais l'impression que ça avait 50 chevaux de plus que tout le monde, ce qui était peut-être le cas d'ailleurs, en ligne droite. Et à la fin, tu vois, la déception était d'autant plus grande sur Rossi, c'est que c'était le fameux Italien dans une écurie italienne, quoi. Donc c'était censé du Prosecco, ça pétille, et en fait c'était éventé, quoi. Moi-même je suis déçu et rétrospectivement, quoi. Ouais, mais il faut pas oublier. Bon, après Rossi, il a énormément de talent. Tu sais que il est italien aussi. Hein. Non mais je sais. Non mais Stoner, il est parti Honda, il a gagné le titre aussi. Ouais. Donc c'était l'époque où Stoner était un peu intouchable également. Non mais c'est pour ça que j'ai l'impression que Stoner a donné une espèce de trompe-l'œil de Ducati qui était certes une super machine. Mais si t'as pas un extraterrestre dessus, c'est délicat, quoi. Un Australien, je pense. Oui, t'es en train de dire que Rossi n'est pas un extraterrestre? Non, Rossi n'est pas un extraterrestre. Je pense qu'il est très malin, très fort, mais j'ai pas l'impression que ce soit une espèce d'exception de la nature. Il est juste très bon. Juste très bon, excusez. Et constant aussi, sur les années. Bah oui. Et je pense que quand il a fait son super dépassement sur Lorenzo, il était peut-être un peu dans ce mode Superman, mais là il est plus depuis, et même avant qu'il commence à prendre de l'âge, il était devenu plus goupil. Encore plus maintenant de toute façon. C'est l'année du goupil. Hein. Sachant que là on parlait de Miller, il faut pas oublier que cette année, donc en 2019, il héritera lui d'un guidon, on va dire officiel, puisqu'il aura la même GP19 que Dovi et Petrucci. Donc là il aura les mêmes armes, on va dire, que le team officiel. T'as pas forcément, on va dire, le staff derrière. Mais là on va voir ce que pourra donner un autre Australien sur la Ducati. Il est pas en reste au niveau allumé, hein, Miller. Miller il est jeune, il a 24 ans. Hein. Oui, non mais c'est pas qu'il est fantasque, mais c'est plutôt qu'il a peur de rien, quoi. Pour un pilote dont on oublie qu'il n'est pas passé par le Moto 2, contrairement à certains. C'est vrai. Donc passer de Moto 3 à Moto GP directement, c'est... Steph, alors, tu voulais nous parler un petit peu de Lorenzo? Bon, on n'en a pas touché 2 mots déjà. Oui, c'était pour aboyer hurler avec les loups. J'aime pas ce personnage, mais le gars gagne 3 GP et notamment avec un back-to-back. Oui. Donc c'est quand même pas rien. C'est un peu ce qu'avait fait Dovi à l'époque. Je sais pas si c'était les mêmes courses, je crois pas, mais il y a Mugello, non? Oui, il y a Mugello. Affront suprême. Il gagne et pas Dovi au Mugello. Ça m'a pas trop plu d'un point de vue cœur, mais d'un point de vue factuel, le mec gagne 3 GP. Et, comme tu disais, Thomas, on lui jetait des cailloux. 20 millions, tout ça. Et ce qui est vrai en plus, c'est un pilote un peu cher. Mais il gagne et surtout, ou presque autant que les 3 GP qu'il a gagné. Il y a ce GP où il se bastonne, je sais plus quel était le pays, mais avec Marquez, façon dogfight. Autriche, en fait, c'était un peu la redite de ce qui était fait l'année d'avant avec au dernier Dovi. Virage avec Dovi. Là, il y a eu pour Lorenzo, dont on s'imagine, c'est pas qu'on s'imagine, on sait qu'il s'échappe et puis il veut plus être rattrapé. Là, il a fait un combat de chiffonnier. Alors, comme Lorenzo, on sait que c'est une sorte il conduit avec des gants blancs, ça a été très propre. Oui, c'est toujours très propre. Mais viril mais correct, en fait, parce que c'était pas non plus tiens, je t'en prie, vas-y, ça fait plaisir. Non, c'était
plutôt le salaire de la pas le salaire de la peur, mais la fureur de vivre. Celui qui freine est un lâche. Donc voilà, moi qui aime pas ce personnage, je dois souligner que, comme l'a dit une certaine personne un peu polémique, il a fait ce qu'elle n'a pas fait Rossi. Non, et puis il a signé une pole à Silverstone qui ne s'est pas couru. C'est vrai, mais c'est vrai. Quand il part de la pole, en général, il est intouchable. Oui. On aurait pu peut-être espérer un bon résultat de sa part. Malheureusement, la course n'a pas eu lieu, on ne saura pas. Pour tempérer mes propres louanges, il a eu quand même vachement d'épisodes sur les 2 saisons où il partait très fort et il finissait dans le ventre mou. On sait toujours pas pourquoi. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'est parce qu'il glissait sur son réservoir? Bon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça ne fera pas l'histoire. Mais on voyait qu'il avait le niveau. On savait bien qu'il avait du talent. Bien sûr. Mais là où Dovi finalement gère ses courses et finit fort, il commençait très fort et reculait. Ce qui était un petit peu frustrant finalement parce que. C'était intéressant de voir justement la différence de tactique et la différence d'approche des 2 pilotes avec la même machine. Oui, et Dovi s'affole pas, il peut rester 6 pendant la moitié de la course et après roule ma poule. Gestion des pneus, je ne sais pas, mais en tout cas c'était assez. Alors ce que Marquez intouchable, pareil, c'est 2 trucs qui me font mal aux dents, mais oui, enfin c'est pas que j'aime pas le gars, mais il nous fait chier un peu quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça fait un peu Johnny Ray en moins pire. Sur l'année. Mais c'est pareil, Johnny Ray, j'adore. Enfin, c'est un mec qui est immense. Enfin, mais tu dis, alors en gros, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Si Ray tombe pas, qu'est-ce qu'il fait d'eux en fait? Et la fois où Melandri l'a battu, c'était la limite de la fête, quoi. C'était Ducati. Et puis le pire, Marquez, t'as l'impression des fois il tombe, mais en fait non. Ça il est aussi. Non, mais en fait, ça peut paraître anti-sportif ce que je raconte, mais t'aurais envie que ça se. Quitte à ce qu'il gagne à la fin, que tu crois que c'est un autre qui va gagner. Mais là, il est là où il devient de plus en plus fort, c'est qu'il est devenu raisonnable. Là où sur sa première année, c'était champagne. On a vu que sur la 2e année, il a fait des trucs. Il a été plus trop loin, quoi. Et peut-être c'était sa fougue, ou en même temps, quand tu te rates jamais ou quand le destin te sourit, pourquoi tu irais gérer? Mais en fait, donc là, sur sa 2e année, je me trompe peut-être. Non, c'est la 2e année qu'il a dominé en gagnant les 10 premiers victoires. Autant pour moi, alors c'était pas sa première année. C'est la 3e année. C'est l'année qui a suivi ses 10 victoires de rang, ou quasiment de rang en tout cas. 10 de suite, Voilà, quand j'y repense. L'année d'après, ça c'était un peu plus compliqué, même si c'était pas catastrophique, mais il a eu des déconvenus. Et même il y a une année, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, où il est parti au début, jusqu'aux 6-7 premières courses, il était pas aux fraises, mais c'est compliqué. Il faisait un peu de l'épicerie en chopant des points. Des petits points. Et donc là, j'ai commencé à me dire, merde, il a commencé à comprendre qu'on pouvait aussi finir et gérer les points, merde. Et là, je me suis dit, impossible de le battre au championnat du monde maintenant. Après, je lui ai posé la question à Sepang, justement, à Marquez, savoir si la moto qu'il avait cette année était la meilleure qu'il avait eue en MotoGP. Et il a été honnête, il m'a répondu que non, même s'il a fait quasiment le même nombre de victoires et le même nombre de podiums, je crois que l'année, sa première année ou sa première année de rookie. Pour lui, sa meilleure moto, c'était celle de 2014, où il a justement dominé le championnat complètement. Donc il a même avoué que la moto qu'il avait cette année, c'était pas sa meilleure. Donc si il arrive encore à travailler durant l'hiver sur son épaule notamment, sur sa moto, ça laisse présager entre guillemets du meilleur pour lui. Donc imagine que ce serait comme un Superbike qui lui enlève 3000 tours minute là oui, c'est sûr que si la moto lui sourit encore un peu plus, mais bon, franchement, c'est vrai que c'est une sorte c'est indescriptible en fait. Quiconque l'a pas vu courir et faire des glisses de l'avant 30 mètres, voilà. Donc point fort, ok. Et Bautista aussi, parce qu'on en a parlé aussi, cette petite démo à Phillip Island. Déjà, le mec s'enflamme pas, donc il tombe pas, mais il est devant, donc ça veut dire qu'il est assez saignant pour être devant, parce que si tu t'enflammes pas mais que tu gères pour finir, tu finis 15e. Enfin, j'imagine, dans ce monde merveilleux qu'est le MotoGP, Ducati officiel ou pas, si tu gères en voulant pas tomber et en ayant peur, tu finis pas devant comme Lorenzo a fait ça sur certaines courses où il était pas à l'aise avec la moto. Et ou même par le passé quand il était allergique à la pluie aussi, en fait, dès qu'il pleuvait. Là, il a vachement progressé aussi d'ailleurs, Lorenzo.
Je sais pas, je m'entends parler, entendre dire du bien de Lorenzo. Mais donc voilà, c'est ouais non, mais surtout je retiens Phillip Island. C'était pas le combat de salopard de l'année d'avant, mais au moins il y avait Bautista qui, ça m'a fait plaisir en fait avant qu'il parte régaler le Superbike. Qui montre que alors c'est pas Bellis en Espagne, c'était Reyes que Valencia la dernière course. Ouais, mais bon, ça reste iconique et puis c'est un épiphénomène. Mais bon, à l'époque aussi, Bellis était pilote essayeur, metteur au point, donc c'est pas comme s'il était passé de sa Superbike à la MotoGP, mais quand même, il a remis une fessée. Enfin, on peut le dire. Voilà, merci Bellis forever. Voilà. J'en place une. Après Marquez, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'à chaque fois qu'il a je dirais pas une difficulté, mais à chaque fois que tu vois l'année dernière Dovi souvent gagnait les duels au dernier virage, et cette année il fait différemment, c'est-à-dire ok, dans cette condition je vais peut-être pas la gagner, donc il trouve une condition qui est maintenant il prend la tête à 4, entre 3 et 5 tours de l'arrivée, il s'échappe, il met la pression sur soit celui qui est 1, ce qui s'est passé avec Rossi ses pentes, soit sur celui qui est 2, qui réussit qui essaye de le suivre et qui va faire la faute. Et c'est là où tu vois que en tant que pilote, même avec le palmarès qu'il a et ce qu'il a réussi à faire les saisons précédentes, c'est là que tu vois que il est dans une logique où même quand il trouve une difficulté, il va la travailler et il va faire mieux et ce qu'il a montré encore cette saison, c'est monstrueux. Mais ce qui est ahurissant aussi, c'est comme tu viens de le dire, il a le choix. C'est un mec qui a tellement de talent et de marge qu'il a le choix de dire finalement je vais passer à 4 tours de l'arrivée. Alors qu'il y en a qui sont déjà à 180 BPM en train de transpirer, déshydratés, ils sont en train de mourir. Puis il fait si je passais devant, puis après en plus je réaccélère et comme ça il peut pas me rattraper. Déjà sur les années précédentes, il avait montré que le flag to flag maintenant c'était pour lui, c'est-à-dire toutes les courses en flag to flag, il maîtrise au niveau stratégie. Il fait un salto pour changer de bécane. Ouais, mais pas uniquement en vitesse de changement, au niveau stratégie, c'est-à-dire changer au bon moment, c'est-à-dire soit tu c'était à Brno. À Brno, il leur a fait à l'envers ou à l'endroit. Après voilà, il domine la catégorie, donc du coup moi ce qui m'a plu aussi dans cette saison, c'est qu'il y a eu quand même derrière Suzuki qui a beaucoup poussé, qui a vraiment progressé sur l'année avec Rins qui a fait une saison complète, qui a fait une saison vraiment pareil en progression. Ils finissent, je sais plus combien ils font de podiums sur la fin, mais ils font quasiment 5 ou 6 podiums d'affilée. 6 podiums, c'est vraiment dans la ligne d'un programme de développement et de retour en compétition. Non, 9 podiums. 9 podiums. Wow. Pour Rins, donc c'est c'est moi je trouve que Suzuki ils ont vraiment pour moi montré que cette année ils sont bien redressés par rapport aux problématiques qu'ils ont rencontrées l'an dernier. Et après ils vont changer leur line-up l'année prochaine. C'est Rins reste. Avec la saison qu'il a fait, c'est tout à fait normal et louable, j'aurais tendance à dire. Et le rookie qu'ils prennent, c'est Mir. C'est pareil quoi. Enfin, c'est un gars, il va mettre 6 mois à apprendre. Non, mais tous les rookies qui montent. J'ai encore un petit doute pour Quartaro, mais Bagnaia, Oliveira et Mir, ils ont le talent. C'est du solide. Enfin, après, on sait jamais ce qui peut arriver, mais. Et comme ils ont tous des bonnes. Des motos ils vont être dans des teams intéressantes. T'évoquais Suzuki, moi ça me rappelle ce dépassement opportuniste mais talentueux d'Iannone qui s'en bouffe deux. Tu sais, il y avait un dogfight. À 3, Oui, je sais plus combien. Il en passe 2, mais comme papa dans maman, quoi. Genre, ce serait facile, tu vois. C'était avec Marquez et Dovi, je crois. Pendant que les deux étaient en train de se fighter, lui il fait bon, vous êtes gentil, mais je passe. Et on a vu qu'il y avait un manque d'accélération sur sa Suzuki après. Oui, mais rien que sur la Vista, en fait. Ouais. C'est quand tu vois ça, c'est comme l'amorti ou le contre-pied à la Federer, quoi. C'est l'espèce d'éclair de génie. Alors, quand il est pas en train de faire son show dans les paddocks ou de s'engueuler avec je sais pas qui. Tu te dis, mais. Dovi, Iannone dans ce bonjour, c'est un sacré pilote aussi. Oui, et j'en démords pas non plus, mais par contre, effectivement, il a quelques casseroles au derche, c'est sûr. Mais là, il a pété la gueule à personne cette année. Non, je crois pas. Il a straqué personne, je crois. Et si je peux me dire un dernier mot sur Marquez, on parlait de sa progression, mais il a aussi progressé donc, dans le main game en course, mais dans le main game.
dans les paddocks, j'ai trouvé, après le drama d'Argentine. Il a arrêté de parler de Rossi. Et à chaque fois qu'il citait un pilote avec lequel il était en concurrence pour le titre, c'était Dovi, uniquement Dovi. Ouais. Et c'est parce que c'était vrai. Hein. oui, non, c'est vrai, mais tout le monde veut le comparer à Rossi. Tous les journalistes posaient. Et lui, à chaque fois, il ramenait ça à Dovi. On s'entend bien. Dovi, c'est quelqu'un avec qui on combat. Il y a du fight, tu vois. Et il a arrêté de parler de Rossi. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il était plus serein pour la suite de la saison. Ou en tout cas, il s'est un peu sorti de ce merdier, Sepang, Argentine, tout ça. Marquez, à mon avis, après c'est de l'interprétation totalement personnelle. Je pense que Marquez, au niveau du mind game, c'est l'un des plus forts aujourd'hui, dans le sens où en fait c'est quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure avant qu'on s'enregistre, qui répond toujours sur la piste en fait. Et quand il a besoin de montrer telle ou telle chose, il le montre sur la piste. Et c'est vrai que souvent ça peut dérouter certains pilotes, et je pense que Rossi a été un peu dérouté par cette faculté qu'avait Marquez de répondre sur la piste. Avant, on voyait le mind game qui pouvait se faire entre Rossi Gibernau, Rossi Biaggi en conférence de presse ou après. Il y a eu des épisodes après la course. Il y a eu des épisodes un peu particuliers, et c'est vrai que ce mind game oral, verbal, pouvait influer sur le comportement des pilotes. Là, aujourd'hui, on voit que Marquez, le talent qu'il a, c'est de montrer qu'il arrive à répondre sur la piste. Donc, je me répète, mais c'est vrai que c'est... l'exemple simple, c'est Sepang, 2015. On va parler un petit peu des déceptions, Pierre. Donc, ouais, alors tu vas moi parler d'italien encore. Ouais, forcément, j'ai que ça à faire. Donc forcément, donc Lorenzo, il a eu des bons côtés, mais pour moi, c'est une déception parce que je vais parler pas que de cette saison-là, mais sur ces 2 saisons chez Ducati. Le bilan comptable n'y est pas, avec son statut de champion du monde avec lequel il arrive. Alors c'est pas forcément un personnage dès le départ que j'ai aimé, même chez Yamaha j'aimais pas trop, mais pour moi il avait le truc que peut-être Dovi n'avait pas, ou peut-être que Iannone n'avait pas, et il était venu en tant que champion du monde, il avait bien fait des conférences de presse là-dessus, et pour moi le bilan total il y est pas, même si effectivement cette année il a fait des choses intéressantes, et peut-être que sur une année supplémentaire il aurait pu jouer le titre, peut-être, après on ne saura jamais maintenant, mais donc voilà, une petite déception là-dessus pour Lorenzo. Et ma grosse déception, c'est Aprilia. Je vois qu'ils s'en sortent pas. Alors, je sais qu'ils mettent pas les mêmes moyens qu'un Suzuki, par exemple, qui a progressé beaucoup plus vite. Mais c'est assez frustrant de les voir galérer, de voir des pilotes comme Aleix Espargaro, Redding. Ouais, donc c'est pas le top 3 mondial, mais ils devraient plus régulièrement jouer le top 10. Quand tu vois cette saison, ils font rien. Ils font 0 victoire, 0 podium, 0 pole. Comme certains teams satellites les moins huppés, quoi. Tu te dis, ça fait mal, quoi. Ouais, c'est dur, mais bon, après, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils n'ont pas le même soutien. C'est pas une vraie... Même si c'est une factory. Oui, on est d'accord. Ça reste la prolongation de Gresini, quoi. Oui. Et Gresini, c'était une satellite privée. Moi, je vois toujours Gresini Aprilia dans cette. Dans cet état d'esprit, dans ce... mais derrière il y a le groupe Piaggio, tu pourrais te dire ils ont des moyens, mais... Ouais, Piaggio c'est pas Honda, Mais Ducati c'est pas Honda, ils s'en sortent. Ouais, mais Ducati... on peut parler en volume de vente, oui, mais Ducati Corset est vachement malin quand même. Ils ont quand même réussi à prendre un sacré virage avec Daligna et l'équipe qu'ils ont montée à ce moment-là quand même. Ouais, ça tu peux pas leur retirer. D'ailleurs, il se dit beaucoup que c'est le Superbike qui a redressé le MotoGP, parce que Daligna il vient du Superbike, si je dis pas de conneries. Oui. Et il y a un autre Lascar, celui qui faisait chier Lorenzo quand il faisait pas de pole là. Je sais plus son nom, merde. C'est pas Tardozzi, non? Oui, Tardozzi, ouais. Tardozzi vient aussi du Superbike. Oui, c'est. Alors après, si tu parles de pilote, c'est lui qui a gagné la toute première course du Superbike. Je savais pas. La stat ex-nihilo. La toute première course Superbike, c'est lui qui l'a gagné. La Z. Ah oui, donc il a le droit d'engueuler Lorenzo en plus. Ah oui, en 80. Toujours le droit d'engueuler Lorenzo. Non, mais tu sais, des fois tu pourrais te dire, attends, t'es qui toi? Non, mais c'est pas un scribouillard, quoi. Donc en fait. Après, Ducati et le Superbike, c'est une histoire quasi indissociable. Enfin, dans les 30 dernières années, je connais pas avant Fogarty, mais je sais pas depuis combien de temps ils émergent en Superbike, mais c'était de même d'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est
Yam, quand ils ont appelé le mec des ECU, là, le gars. Michael Egada. Ouais, je connais pas le nom, je suis désolé. Oui, c'est un ancien de chez Ducati, un ancien de chez Yamaha Superbike. Yamaha Superbike. Donc Ouais. en fait, et d'ailleurs, je sais pas du tout si c'est ça qui s'est passé, mais quand on lit la presse, on a l'impression que il a dit non, mais je peux pas venir tout de suite parce que j'ai un truc à faire, donc je viendrai dans deux courses croisées. En fait, Faut lire l'article de Matt Oxley à ce sujet-là, ouais. qui est sorti il y a 2-3 jours. Hein, Ah, j'ai sur pas, ça, j'ai pas vu, mais il y a tout un peu l'historique de tout ça et je vous le recommande. de l'extérieur, moi je le lirai après, mais moi en tant que Pécor qui lit un peu les news, hein, pas la presse mais les news, ça faisait genre ok, Rossi fait quelqu'un nerveux, moi j'ai ma grange à repeindre ou j'ai une course Superbike, donc t'es gentil, je viendrai quand j'ai le temps. Et c'est l'impression que ça donnait. Mais et d'ailleurs, désolé de faire long là-dessus, mais on a eu l'impression qu'il y a une espèce de sursaut de fin de saison. Je sais pas si c'était lié aux ECU, bah c'est pas, c'était pas que la sursaut, mais je sais pas quoi c'était lié, peut-être l'alchimie de la moto avec la piste, mais Effectivement, le sursaut après il y a eu la Thaïlande, donc c'est un circuit que entre guillemets personne ne connaissait, même s'ils ont fait des essais pendant l'intersaison. Voilà, c'était un peu particulier, on va dire. Ouais, du coup, c'est pour tout ça s'était que terminé un peu à zéro. je parlais d'un sursaut et pas d'un renouveau parce que même Rossi Vignales le disait de toute façon, quand on voit Vignales, la course qu'il fait aussi en Australie, hein, ce qu'il gagne, il disait que la moto était beaucoup mieux pour cette fin de saison, mais il lui manque toujours quelque chose pour pouvoir rivaliser pour le titre. Et il le disait même encore après le test hivernal, il leur faut encore quelque chose durant l'hiver. Et puis il n'était pas performant sur les mêmes courses Rossi et Vignales. Ouais, donc c'est peut-être cette fameuse notion d'alchimie pilote machine circuit. Donc après, j'ai vu que Vignales, ça c'est un peu du hors sujet, mais avait importé un coach mental, je crois, dans sa team l'année prochaine. Ça je n'ai pas vu, mais par contre c'est vrai que quand j'en parlais avec une collègue, c'est effectivement c'est l'aspect mental des courses. Dovizioso l'a montré récemment parce qu'il s'est entouré lui aussi d'un coach mental. Oui. Il l'a montré aujourd'hui, comment aborder les courses, c'est très important, et ne pas répondre au mind game, ne pas toutes ces choses-là, c'est plus qu'important. Et Vignales, nous ce qu'on voyait de l'extérieur, c'est effectivement qu'il avait un peu cette tendance à faire comme Pépé dans Astérix, a pu respirer quand il n'était pas content. Et le problème, c'est que là on est dans la com peut-être, mais quand il rentre au stand et qu'il n'a pas un seul regard pour sa team et qui balance son casque ou qui genre il fait chier, c'est peut-être vrai d'ailleurs, peut-être que tout le monde ressent ça, mais sauf que quand tu fais passer ce message-là à ta team, tu te tires une balle dans le pied. Tu parles de Vignales. Vignales, oui. Après, il y a eu d'autres épisodes. Il y a aussi le froid qu'il y a eu entre lui et son chef mécano. Ah oui, c'est vrai, mais oui, bien sûr. Il y a eu aussi ces épisodes. J'avais déjà oublié, mais ça c'était assez spectaculaire parce que dire que Forcada va pas, c'est un peu fort de café. Après, je suis pas à sa place. Enfin, je veux dire, je n'accable pas Vignales, mais Forcada est presque plus connu que lui en fait dans l'histoire du MotoGP. Mais après il y a des épisodes connus, hein, quand on prend la synergie, on peut parler aussi de Burgess Rossi à l'époque. Burgess Rossi, on se dit que Burgess, le palmarès qu'il a avec Douane, même celui qu'il a avec Rossi, n'est plus à démontrer. Et pourtant, ça l'a pas fait. Ils se sont séparés il y a quelques années. On peut le rapprocher de l'effet placebo ou nocebo, justement, où dans le psychique, ce qui n'est pas directement lié à toi, mais à tout ce qui t'entoure, peut te faire gagner ou perdre. C'est un peu excessif de dire ça, mais c'est exactement. Mais c'est le cas. Hein. Ça te met la confiance. C'est ça. Et puis c'est aussi, on parlait de Marquez, donc les points forts, c'est aussi la force de Marquez, c'est qu'il a une équipe derrière lui, qu'il connaît depuis, qu'il le côtoie depuis ses débuts en Grand Prix, même avant d'ailleurs. Donc forcément, être suivi par les mêmes pendant des années, c'est un peu comme quand on est meilleur ami. Des fois, on se dit des choses sans se parler. Donc voilà, on le voit. Cette synergie, elle fonctionne du feu de Dieu. Je suis tombé sur une interview là il y a 2-3 jours, alors j'ai plus la source, désolé. Vignales était interrogé et il a reconnu que dès le début de la saison, quand ça marchait pas le vendredi, il se décourageait. Et du coup, il peut pas, quand tu es découragé, t'es pas à 100%, quoi. T'es pas à 100%, tu peux pas scorer. Et c'est pour ça qu'il cherche un coach mental. Il a dit j'ai besoin de travailler là-dessus pour pas lâcher. Et voilà, donc après qu'ils le reconnaissent, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un gars c'est un gars fait pour gagner des courses aussi. Hein. On l'a vu en début de saison 2017. La première course, c'était pour lui. Donc, voilà. Après, chez Yamaha, il y a eu des trajectoires assez différentes. Hein. Excuse-moi, les deux premières. Ouais. Rossi, il est assez régulier sur toute la saison, sans effectivement gagner de course cette année, mais
Oui, il a des courses plus faciles que d'autres, mais dans l'ensemble, ça se passe. Il est toujours dans le ventre mou, on va dire, entre 3 et 7, quoi. Par contre, Vignales, sur certaines courses, il lâche complètement. En fait, Rossi est descendu moins dans les abysses que ne l'a fait Vignales, mais il y a aussi le fameux, ce qu'on va appeler une Vignales, c'est-à-dire ramer à mort et dans les 10 derniers tours se pointer dans le top 5. Et d'où il sort, quoi. Est-ce que c'est, alors on a supposé réservoir vide, ça va mieux. On ne sait pas. Ça peut être le cas, puisqu'à un moment, il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, où Rossi, non, il y a 2 ans, ils ont travaillé pas mal sur le réservoir. Ils avaient des difficultés, les Yamaha, avec le réservoir plein. Lorenzo avait les mêmes difficultés, je crois. Mais c'est une hypothèse, mais qui est peut-être aussi valable que entre guillemets, le mec se chauffe. Enfin, je sais pas, où il prend confiance parce qu'il tombe pas. Enfin, la gestion des pneus aussi. Il y a tellement de choses qui après, peuvent. Nous, on a tellement pas de niveau qu'on peut même pas s'imaginer ce qui passe chez un Vignales quand il est avec une MotoGP. Mais c'est toujours pas. Nous, on parle depuis notre canapé. Il y a certains qui parlent depuis le paddock, qui voient peut-être plus de choses. Mais ça me rappelle qu'en début de saison, sur les 3-4 premières courses, il était deuxième au classement. On en avait parlé, on était étonnés. Il faisait aucun résultat, il était aucun podium. Et il était quand même deuxième au classement parce que les autres se cassaient la gueule. Il y avait, on dit toujours de l'épicerie, mais moi. Et du coup, pendant un temps, on se disait, il va peut-être vice-champion comme ça. Bon. Au final, les autres sont mis à gagner des courses. Mais... Steph, chapitre des déceptions alors. Pedrosa, puisqu'on le voit partir, donc déjà ça c'est une déception parce qu'il est fort sympathique et talentueux. Et moi j'ai tendance à dire qu'il n'est pas tombé à la bonne époque. Alors peut-être qu'à une autre époque il y aurait d'autres mecs plus forts que lui, mais en fait on le voit, il fait partie du décor, sauf qu'il n'a jamais été champion du monde. Il est passé pas loin à maintes reprises. Mais alors à un moment moi j'avais l'impression qu'il manquait de méchanceté. Je m'explique, quand ça fightait devant, il se faisait toujours niquer, c'est-à-dire que dès qu'il avait quelqu'un derrière, on avait l'impression qu'il se faisait mettre la pression, souvent Rossi d'ailleurs. Et t'avais un peu l'impression que, un peu comme Lorenzo, si tu le laisses piloter tranquille, il te la met, mais si tu viens le faire chier, c'est pas lui qui gagne. Enfin, c'est tu vas pas faire ton Alberto Puch quand même. Non. Alors déjà oui, j'ai d'autant plus de peine pour Pedrosa que Puch lui a fait un coup de Brutus, couteau dans le dos. On en a déjà parlé, mais oui, donc c'est un peu le genre idéal. Et j'utilisais cette métaphore de Scottie Pippen dans les 90s, où sauf nous qui connaissions ce gars, si tu parles des 90s et de la NBA, c'est Jordan et point barre quoi. Johnson, Jordan, Johnson fin des 80s, début 90s. 90s Jordan, remballé, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait il a eu des Pippen ou des Armstrong en meneur, mais personne n'en a rien à foutre en fait. Non mais même en fait ça c'était beaucoup plus palpable au moment de la suprématie de Jordan, puisqu'en fait c'était une sorte de fièvre. Et Pippen était très très fort. Alors, vous pouvez le compter dans les 3 meilleurs de la NBA, mais il n'a pas eu, et je crois pas qu'il ait eu de trophée de MVP, mais en même temps quand tu es dans la décennie de Jordan, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, ça donne un peu cette image que Pedrosa était contemporain de Rossi et de Marquez, donc j'ai rien à rajouter. Je suis même pas sûr qu'on s'en souviendra autant que d'autres coureurs. Alors je crois qu'il y a Zarco qui aurait mieux fait de fermer sa gueule quand il a dit ah ouais, il y a un machin qui est au Hall of Fame, il a jamais été champion. C'était qui d'ailleurs? Le fan de l'année dernière, pas ce. Oui, l'année dernière. Si, c'était pour Mamola. Mamola. Et je sais pas ce qu'il lui a pris à Zarco, ou alors c'était sorti d'une interview, parce que quand tu dis ça, forcément tu te mets des gens à dos. Non, c'était en conférence de presse. Alors qu'il s'est pas fait piéger alors. Non. Mais oui, alors et tu vois, Zarco, pareil, c'est genre idéal, mec sympa, posé, même quand il vient de se bourrer, il répond gentiment aux journalistes. Il joue du piano. Non mais et là, pouf, il sort une saloperie. Moi j'ai trouvé vachement rapide, alors j'ai rien contre ça, mais que Pedrosa arrête sa carrière et bim, il a entraîné au Hall of Fame le même jour quoi. Ils avaient fait la même chose aussi avec Hayden à l'époque. D'accord, ouais. Je regarde le MotoGP depuis un peu moins longtemps. Mais ok, je trouve ça un peu rapide, parce qu'imaginons l'année prochaine il veut reprendre, comment on fait? Hayden aussi, ça avait fait la même chose. Et Hayden avait roulé, il avait remplacé justement Danny Pedrosa. Il avait non pas wildcard, il avait remplacé les pilotes blessés, donc c'était chez Marc VDS et puis chez Repsol quand il avait remplacé Pedrosa pour l'Australie, je crois, si je me trompe.
Donc oui, c'est déjà arrivé par le passé. D'accord. Ouais, pour moi c'est un trophée qui est génial, mais c'est un trophée ça veut dire un peu bon bah merci pour tes services rendus, maintenant t'es à la retraite, mais vraiment une retraite définitive quoi. Bon là il a clairement affirmé dans une interview Pedrosa qu'il ferait aucune wildcard l'année prochaine pour KTM. C'est vraiment zéro comme Casey Stoner a fait pour Ducati. Donc il fera que des tests une fois qu'il sera soigné, parce que je crois qu'il est blessé. Mais oui, je te rejoins Steph pour ta déception de Danny, parce que même toutes les saisons sauf celle-là, il avait gagné au moins une course. Oui, c'était sa stat. Alors là, je parle en présence du maître, mais il me semblait que c'était une stat assez dingue, parce que gagner au moins une course tous les ans sur sa longue carrière chez Honda, bah c'est pas rien. Donc mais sachant qu'effectivement on l'a jamais vu rouler comme un salopard, c'est-à-dire que c'était toujours propre. Enfin, je me souviens quand il va s'excuser parce qu'il a striké sans faire exprès Dovi. Ouais. Dovi, c'était pas son année cette année-là, hein. Je crois qu'il avait pris une Iannone ou deux. Et... Ouais. Mais cette année-là d'ailleurs, Iannone avait aussi striké Lorenzo, donc pas de jaloux. Toutes les écuries étaient concernées. C'était magnifique. De toute façon, il s'en prend une tous les ans. Hein. Cette année, c'était à la fois Pedrosa et Lorenzo qui se prend Dovi. Oui. Puis je me souviens aussi de Pedrosa qui s'enflamme et qui nique Crutchlow, mais pareil c'est pas une attaque, c'est sur une chute qui entraîne. On va appeler ça un fait de course. Enfin, je sais pas. C'est pas un attentat. Freinage tardif. Freinage tardif ou perte de l'avant égale sorry mate. Il n'y en a plus. Si vous voulez les chiffres, je les ai retrouvés. J'avais écrit. Donc effectivement, il a gagné jusqu'en 2017. Il avait gagné 16 années consécutives au moins une fois. Donc ça c'est un record, et son plus proche rival c'était Rossi, et ensuite en catégorie Rennes il a gagné 12 années consécutives, et ça égale Giacomo Agostini, donc c'est le record des teneurs. Ouais, non, c'est pas rien. Donc effectivement c'est un pilote ouais. Voilà. Et du coup, tu me fais penser, Rossi, il a pas gagné cette année. Donc, il s'arrête à combien de saisons sans. Ah non, mais ça, c'est déjà. Il s'est arrêté déjà. Chez Ducati. Chez Ducati. C'est vrai, Ducati. C'était chez Ducati. Ouais. C'est le crépuscule, là. Hein. Ouais. Dovi, alors désolé, hein, parce que je sais que Dovi a à la fois une confirmation et une déception. Déception parce que moi, je voulais plus. Enfin, là, je suis plus. Non, mais quand tu vois que l'année dernière il a animé le championnat, il s'est dévoué pour que Marquez ne soit pas trop facile, et surtout il l'a niqué au dernier virage à maintes reprises, enfin 2 fois ou 3 3 fois, et notamment avec ce freinage sous la pluie au Japon. L'espèce de dernier freinage de la dernière chance, tu te dis mais non, préparez les brancards. Et tu vois l'eau qu'il y a 1 mètre d'eau, je déconne, mais il y a de l'eau. C'est une course phénoménale. Il y a de l'eau. et le gars, il est sur sa roue avant et ça tient. Et donc, pour faire un peu plus court, j'ai l'impression que c'est bien en France qu'il s'est bourré après s'être impatienté derrière Lorenzo, il l'a doublé. Et le tour d'après, il se bourre. Et c'était peut-être pas la France alors, parce que la France c'était la chute de Zarco. Mais à un moment, il s'impatiente derrière Dovi, comme souvent. Derrière Lorenzo, excusez-moi. Et il le passe, et étant un tout petit peu au-dessus de ses pompes, on dirait, et sur un droite, perte de l'avant. Oh putain! Et après cet événement, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de passage à vide, mais je suis même pas sûr que c'est lié à cette chute-là. Mais c'était peut-être aussi lié à la montée en régime de Lorenzo, qui lui a fait barrage en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Alors c'est le jeu, hein, mais ils sont un peu phagocytés sur neutralisés. Parce qu'il y a des circuits, ils étaient performants tous les deux. D'ailleurs, je crois au Mugello, ils font 1 et 2. Il me semble. Ouais, hein, il me semble bien. Et du coup, forcément, ça joue dans la course au titre quand chez Honda, il n'y a que Marquez qui marque les points. Donc, oui, c'est ça. Et c'était vrai l'année dernière aussi. Il y a eu des, on va dire, bouchonnages, non, mais Lorenzo n'était pas facile à passer, mais il avait un rythme un peu comme quand tu marches quelqu'un derrière quelqu'un dans la rue. Il va juste pas assez vite, donc ça te fait chier, mais t'as pas la marche pour le dépasser sans transpirer. Donc, t'as vraiment envie mais c'est pas la faute de la personne, mais t'as envie de la frapper. Et lui, je pense qu'avec Lorenzo c'est pareil. J'ai pas l'impression que Lorenzo ait fait chier, mais alors après, et pareil, rétrospectivement, on va pas dire à Lorenzo de le laisser passer. Ça vaut pas pour quand il jouait le titre et que machin s'épingle. Mais je parle d'autres courses où il y avait moins d'enjeux. On a vu que t'avais un Marquez qui s'échappait. Alors il serait peut-être échappé tout pareil, mais Lorenzo en 2 et Dovi en 3, et t'avais l'impression que ça perdait du 100e ou du 10e. Après, on ne refera pas les courses. Et alors Aprilia, je te rejoins Pierre, mais aux fraises de chez aux fraises, enfin en niveau résultat.
Et j'entendais un coureur, je ne sais plus lequel, donc merci, mes infos sont nulles, mais qui disait que Iannone chez Aprilia, ça pouvait être tragique, en fait, parce que tu as un pilote qui a un tempérament, tu as une écurie où a priori il pourrait estimer qu'on lui donne pas le maximum, enfin tu vois ce que je veux dire, il pourrait s'impatienter. Le problème c'est que si ça marche pas avec Aprilia, Iannone il va rouler chez qui? Il n'y a plus personne qui veut lui, je pense. Alors sans lui souhaiter ce mal-là, mais je pense juste à cette espèce de décalage, parce que lui il est talentueux, on peut le dire, et s'il est sur une brêle, je sais même pas si l'Aprilia est si mauvaise que ça, mais elle est un petit peu en demi-teinte. C'est pour être poli, mais alors est-ce qu'il va faire des coups de génie qui fera qu'il arrivera à choper des top 5? À part top 5, on peut rien lui souhaiter de mieux, ou une victoire sur un malentendu. Enfin, au vu de ce que fait Aprilia, j'ai l'impression qu'il va faire du bien à Aprilia, mais j'espère qu'Aprilia va pas lui filer un mulet, quoi. Après, c'est allé chez Spargaro, donc ouais, vas-y. Non, je vais pas te couper. Après, faudra pas oublier le travail de Bradley Smith derrière, pilote d'essai. C'est vrai. Bradley Smith, c'est un pilote qui tombe très peu, qui fait beaucoup de tours dans les mêmes chronos. Ça reste pour moi, qui est aussi un métronome un peu à la manière d'un Lorenzo. Faudra voir ce que lui apporte, au team. Mais je pense que ça peut être bénéfique. En tout cas, un pilote comme lui, plus les wildcards qu'il va faire. Justement, moi je disais le pilote sur la piste, mais il faut juste pas qu'il pète un cap comme d'habitude en dehors. C'est quand même un petit peu assagi cette saison quand même. Et il y a eu des très bons résultats quand même. Oui, mais si tu veux, sa première année chez Suzuki, quand il se faisait descendre par... je sais plus, il avait pas 20 ans. Il avait des années derrière lui. Il a fait quand même nimp. Donc je me dis, on n'est pas à l'abri. Et je le souhaite pas, parce que j'aimerais que les coups de calgon qu'il nous a fait sur la piste chez Suzuki, les coups de calgon positifs, ils puissent les réitérer en mode j'ai une moins bonne machine, mais vous allez voir. J'aimerais que ça se fasse comme ça. Et puis ils avaient fait un mauvais choix de moteur cette année-là, en 2017, il me semble, chez Suzuki. C'est ça que je veux dire, en 2017. Ils avaient fait un mauvais choix. Et du coup, je pense que Iannone a aussi appris de ça. Il est arrivé en satellite chez Pramac, chez Ducati, et après il est monté en officiel. Ouais, du coup, il a quand même deux moteurs différents derrière lui. Il pourra peut-être donner une direction à Aprilia qui est un peu bien. Et pour en revenir à Dovi, qui est une déception, je vais contre-attaquer. Il me semble, j'ai vu une stat passer cette saison, tu confirmeras, Thomas. Dovi, il a pris le départ de toutes les courses depuis un nombre incalculable de fois. Et d'affilée? Ouais, d'affilée. Oui, d'affilée. Je crois que c'est le recordman. Excuse-moi. Oui, je pensais que tu parlais du nombre de courses dans les points. Effectivement, c'est un des pilotes qui a franchi la barre des 250 départs. Et effectivement, il en est à... Depuis la Moto 3, il a jamais raté un départ. C'est plutôt 125, mais ouais. J'ai pas connu à 125. Exactement, il a jamais... C'est un des pilotes, c'est le pilote le plus assidu en fait. Ouais. Du coup... non, mais moi je parlais de déception parce que c'est pas qu'il a pas performé, mais on l'aurait rêvé en train de remettre des coups de coude à marquer plus souvent. Non, mais tu sais, c'est un peu le fanboy qui se raccroche à ce qu'il peut. Je connais avec Rossi. On mettra une photo de ton t-shirt. Non, je connais le même phénomène avec Rossi, donc je sais très bien que non, mais on reste objectif, même si on fait semblant de ne pas l'être. On voit bien les résultats et les comportements. Mais surtout, alors Dovi, là, si je le repasse en bonne surprise, c'est la sérénité. Enfin, il l'avait déjà l'année d'avant, mais il s'énerve pas. Cyril, t'as un petit avis sur tes déceptions? Ouais, au niveau déception, moi je trouve que c'est toujours très dur pour le KTM. Avec Espargaro 14e au général, Smith 18e. J'espère que l'arrivée de Zarco va amener du mieux. Et de Pedrosa. Ouais, et de Pedrosa aussi, ouais, mais bon, tu vois, il commence, il a fait 2-3 tours de roue, il est blessé, donc ça va être un petit peu compliqué. J'en profite pour ramener ma phrase tant qu'on est aux déceptions. J'avais oublié de le noter, mais c'est une déception pareil parce que je suis chauvin. Zarco, il a fait des bonnes choses, il a été solide. Mais il n'y a pas eu de trucs. Il y a eu la France, mais bon, ça arrive. Mais je l'attendais plus incisif. Alors il y a sa machine qui est vieillissante aussi,
Mais j'ai l'impression, je sais même pas ce que ça donne niveau points ou quoi, mais que c'était moins étincelant que la première année. Ouais, il est pas loin au championnat, il est 6 Ah non, il est pas loin, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il fait exactement la même chose. Il est premier le même nombre de points, Oui, alors, le même nombre de podiums. Moi, en tant que fanboy, je m'imaginais qu'il allait nous en gagner une, tu vois. T'as toujours ça dans le coin de la tête, genre, il est passé tellement pas loin l'année dernière, et j'ai l'impression qu'il était moins pas loin cette année. Je sais pas si je suis clair. Enfin, il était plus derrière, ouais. voilà, non mais tu vois ce que je veux dire. Si on parle de Valence. Valence, il la perd sur l'avant-dernier tour. Non mais donc voilà, tu vois, on a eu Zarco presque, si je puis dire. Pareil en France, au Mans l'année dernière. Et là cette année, mais même sans me crisper sur Le Mans, parce qu'une chute c'est une chute. Le Mans c'est pas de chance, parce que ça se voit plus, ou on le remarque plus. Mais on a eu moins l'impression qu'ils pouvaient en décrocher une, passe-moi l'expression, facilement. Que l'année d'avant, mais bon, ça reste aussi, faut voir sa machine. Alors, je pense qu'ils étaient arrivés au bout de la machine. Au bout de la machine. Alors, par contre, en semi-satisfaction, donc là, je suis à la limite entre la satisfaction et la déception. Longtemps, il a un peu nargué la Factory, puisqu'il faisait mieux que les deux. Oui, bah oui. Donc c'est pas une déception en tant que lui ou sa bécane, mais on aurait peut-être vu faire plus de podium. Il a pas fait de podium pour le coup. Il a pas fait de Oui, il en a fait 3 podiums. Mais j'étais trop déçu qu'il gagne pas. J'aurais vu sur la première marche parce que oui, on sait qu'il a le niveau a priori. Bien sûr. Et Thomas, les déceptions? La déception, c'est effectivement le départ de Dany sur une comme ça, c'est-à-dire un peu absent durant cette saison. La saison avait mal commencé quand on va en Argentine. Il passe sur une flaque en se faisant doubler par Johan. Il part en high side. On prend l'Espagne où il y a eu le drame avec le crash entre lui, Dovi et les deux, entre lui et les deux Ducati, du coup. C'est dommage de partir entre guillemets par la petite porte comme ça, mais voilà, quand on voit sa carrière, quand on voit qu'il a tout ce qu'il a pu faire en tout cas dans cette catégorie, et qu'on voit aussi ce qu'il a, c'est que pendant toutes ces années il est resté fair play. C'est un pilote qui est apprécié, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On peut se souvenir d'épisodes un peu cocasses comme on dirait, où il se retrouvait en milieu d'une conférence de presse entre si je me trompe pas, à Misano en 2016, si je me trompe pas, il gagne la course de main de maître, et puis à côté de lui sur la conférence de presse il y a Lorenzo et Rossi qui se battent et lui il est en milieu il dit rien effectivement, donc c'est un peu voilà, mais ça reste un pilote voilà, c'est un pilote, et je pense qu'il restera dans les annales pendant plusieurs années. On espère de le revoir dans le paddock prochainement, que ce soit comme pilote essayeur, comme ambassadeur de telle ou telle marque ou autre. Il y a quelques rumeurs qui le voient aussi comme étant commentateur l'année prochaine sur Dazen, le nouveau réseau qui a repris les droits en Espagne. Donc pourquoi pas. Après voilà, ça reste c'est une carrière exemplaire. Il lui manque juste le titre, il l'a manqué de très peu, avec encore une fois toujours la malchance. On se souvient Excusez-moi, je monopolise la parole. On se souvient de Misano il y a quelques années, je crois que c'était en 2012 ou je sais plus quelle année, 2012 je crois. Le titre entre guillemets se joue ici, et forcément on peut que avoir de la peine pour ce qui se passe, parce que il touchait le titre du bout des doigts, et voilà. Et comme c'est pas Marquez, il est pas descendu de la moto pour la faire redémarrer, se remettre. Exactement. De toute façon, il aurait bénéficié d'un race-through si ce n'est pire, et donc du coup c'est voilà. Le palmarès n'est plus à démontrer. C'est Dany, et il le restera, et j'espère qu'on le reverra sur piste ou ailleurs prochainement. Mais je pense qu'il y a des chats noirs qui se baladent dans le paddock. Dany l'a eu pendant longtemps, Dovi a eu sa période. Il y a en ce moment c'est peut-être Zarco, je sais pas. Et voilà, il y a toujours de toute façon la malchance. Elle arrive, ou Paul Espargaro cette saison chez KTM, il a écumé les blessures, les chutes, c'était vraiment une catastrophe quoi. Il y a des saisons comme ça veut pas, mais pour certains pilotes comme Dany, ça s'est empilé tous les ans en fait. Effectivement. Et là on voit que c'est pas fini, parce que même quand il met un terme à sa carrière entre guillemets, il se retrouve avec une double fracture de la clavicule
apparemment sans rien faire, juste fracture de stress, voilà, sur l'effort, le fait que ce soit mal vascularisé, donc du coup, voilà. C'est vrai que ça le poursuit pendant des années. Le chat noir même à la maison. Quoi. Le pauvre. On va parler un petit peu donc des remarques particulières sur la catégorie. Donc ça permet d'enchaîner sur Pierre avec la fin de l'ère Movistar. Ouais, parce que je disais tout à l'heure, vu que je suis un petit jeune qui regarde le MotoGP, moi j'ai connu les Yamaha officiels que sur Movistar. Et le fait de les voir s'arrêter, je pense que c'est à signaler. Bon, je sais pas si c'est hyper important, mais on va voir la nouvelle livrée dans quelques jours avec Monster. Mais le fait que à la fois donc c'est ce qu'on disait l'autre jour, je sais pas quelle est la cause et la conséquence. Est-ce que c'est parce que Movistar a perdu les droits de diffusion en Espagne qu'ils arrêtent de sponsoriser Yamaha, ou est-ce que c'est l'inverse? Je sais pas si Thomas a une info là-dessus. J'ai une réponse particulière là-dessus, honnêtement. Mais en tout cas, c'est un gros sponsor qui s'en va, et c'est toujours dommage. Voilà. Sans commentaire pour les autres. Non, mais il y avait Kamel du temps où les cigarettiers étaient admis. Mais là, il faut trouver autre chose. Donc c'est des boissons énergisantes. En fait, c'est toujours l'opium du peuple. Mais dans un monde merveilleux où il faut payer son guidon souvent, même quand on est fort, des fois tu ramènes un sponsor. Par exemple, Fiat avec Rossi, je crois que c'est venu comme ça. Chez Yamaha, parce que c'était un peu loufoque de voir du Fiat sur du Yamaha. Tu te dis, mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est une question de sponsor qui suit le pilote. Ah bah oui. Donc, et d'ailleurs, en parlant de sponsor, vu qu'on a donc Repsol qui traîne avec Honda, Petronas qui arrive chez Yamaha avec le team satellite, est-ce qu'on va avoir un BP ou un Total qui va arriver, mettre des gros sous? Moi j'aimerais bien avoir un Total. Total, oui, je pense qu'ils auraient les moyens de. Total, de comme faire ils font de la com, ils sont capables de sponsoriser le Moto I. Bah oui, mais greenwashing, mon gars. Non, par contre, si on regarde Total, Elf, même chose. Et, donc à l'époque, jusqu'à l'année dernière, il y avait Marc VDS. Et l'année prochaine, on l'a un peu aperçu durant les tests à Valence ou à Jerez, que c'était Tech 3 qui récupérait Elf. Donc, voilà. Mais c'est pas le. Tech 3 qui a récupéré, c'est cool. Mais c'est pas le plus gros sponsor qu'on voit sur la moto en première. C'est ça. Je pense que sur Tech 3, ça va être Red Bull, Avec Katoche, Et Steph, petite remarque? Moi je l'ai déjà dit avant, le mercato, j'ai noté complètement débile. Alors évidemment que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça, mais on a l'impression que les choses se jouent en tellement tôt. Des fois t'as l'impression que le début du championnat, les coureurs sont très occupés mentalement et finalement sportivement pour montrer des trucs, pour soit garder un guidon, soit en choper un autre ailleurs, et ça biaise vachement le championnat, je trouvais. On peut prendre Lorenzo comme exemple. Je sais pas quand il apprend, est-ce qu'il apprend d'abord qu'il ira pas chez Ducat, ou oui c'est ça, il signe après chez Honda après avoir pas trop dit ce qu'il avait dans les manches, comme à tout. Mais moi j'ai trouvé ça très très tôt. Alors je prêche, mais je pense que je prêche dans le désert pour un mercato post-championnat. Mais dans ce cas-là, il faudrait rebattre toutes les cartes, parce que tu vas me dire oui c'est pas possible parce que machin il fait truc, tout est possible. C'est compliqué au minimum. Mais de toute façon l'année prochaine ça va être plus calme vu que tous les gros guidons sont bloqués. Sauf Petrucci qui est là que pour un an. Sinon tous les Ducati a annoncé que ce serait pour 2020 ce serait Miller, Bagnaia ou Petrucci qui allait se battre pour le deuxième guidon officiel. D'accord. Donc c'est ça. Voilà. Après j'ai peut-être une vision très étriquée de pourquoi le mercato commence si tôt, mais j'avais l'impression que la décennie précédente c'était moins ça, moins la folie. Mais peut-être que je me trompe. Toi, c'est normal parce que là tous les contrats se terminaient. Enfin c'est normal entre guillemets qu'il y a eu autant d'annonces de transferts. Tous les contrats se terminaient et donc là on repart quasiment tous pour 2 ans, donc effectivement là tout se jouait. Mais je suis d'accord qu'il peut y avoir un mercato très animé, mais à ce moment-là de la saison en fait, c'est très tôt. Et je parlais pas du mercato en tant que mercato, je parlais du moment où il arrive ce mercato. Par exemple un Sam Loves, qui a pas brillé non plus en Moto 2, paix à son âme sportive, et il a su très tôt que coup de latte au cul, et ils l'ont même limite insulté quoi. Insulté, ils lui ont manqué de respect.
dans sa team. Et non, mais par exemple, ouais, il y a beaucoup de mind game sur, comme je le citais avant, c'est un peu du Bonto. Hein. Alors, tiens, toi, lui, il est là, donc il va me bloquer. Donc, celui qui a gagné au Bonto, c'est Lorenzo cette année. Hein. Et celui qui a perdu. C'était pas gagné. Hein. Et qui a surpris tous les médias, surtout. C'est clair, personne ne savait. Personne n'attendait venir. Ouais, c'est fort ça. Mais ce qui, après, dans les losers, entre guillemets, enfin, les gens qui n'ont pas tiré leur épingle du jeu, t'as quand même l'épisode Zarco, parce que ça a beaucoup cancané avec signature prématurée, Felon, séparation, je sais pas quoi. J'ai pas l'impression qu'il soit séparé et fâché, mais je crois qu'il s'est acheté un manager en fait, Zarco. Moi je dis ça pareil, j'ai pas les infos, hein. Mais bon, ils ont pas pu se fâcher parce qu'ils ont un team en commun, enfin ils ont une structure en commun. Une structure de détection de talent, ouais. Ils sont pas apparus beaucoup ensemble. Voilà, mais est-ce que c'était plus de Mage Control mais d'aucuns murmurent que Zarco chez KTM, il a fini par le regretter au moment de signer en bas de la page. Ou alors que Felon a signé à sa place. Je sais pas. C'est pour ça que je citais un mercato un peu foufou, parce que t'avais des craintes de pas avoir tel ou tel bidon, donc tu faisais des moves. Après, je connais pas comment ça se passe. Hein. Après, le move de KTM, enfin le move de Zarco chez KTM, c'est pas idiot. Il est... Oui, c'est pas idiot, c'est l'avenir le dira, mais surtout il est couplé avec la prise de KTM, enfin de la prise de Tech 3 en tant qu'équipe satellite. Et à la limite, on peut être, je dirais pas, peut-être un petit peu déçu sportivement de voir Zarco chez KTM sur une moto qui est pas ultra compétitive, mais pour KTM, enfin de prendre la meilleure équipe satellite dans son giron, une équipe ultra expérimentée qui a réussi à faire marcher des motos, qui a fait fonctionner des pilotes, qui a détecté des pilotes exceptionnels sur les années précédentes. Dovizioso, il est passé chez eux. Enfin, énormément de pilotes, Crutchlow, enfin, ils ont eu énormément de bons pilotes et ils ont réussi à faire fonctionner des motos avec les moyens d'équipes satellites. Enfin, moi je trouve que c'est tout bénéf pour KTM d'avoir Tech 3. Hein. Bah, au moment où j'ai appris ces signatures-là, respectivement KTM avec Tech 3 et les Zarco chez KTM, je me suis dit, je pense qu'il y aura au moins un bon esprit entre la Factory et la satellite, je sais pas comment on peut dire ça. Ils ont annoncé qu'ils auraient le même package technique, si je me trompe pas. Et je pense qu'ils vont pas signer royalement dans le paddock. Enfin, s'il y a des infos qui doivent circuler, elles circuleront. T'as un Guy Coulon quand même chez Tech 3, oui, tu peux pas. Un Mickey. Mais pour revenir au Mercato, j'avais entendu dire que Zarco, enfin ça s'est su il y a pas longtemps, il avait signé en décembre 2017 chez KTM quand même. Et du coup quand Honda est venu le voir, il n'y avait pas de discussion à avoir parce que c'était fait depuis longtemps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que rétrospectivement il a eu les boules, enfin je sais pas. Et que Lorenzo ça s'est peut-être pas su parce que c'est lui qui allait toquer à la porte de Honda d'après ce que j'ai vu, et que c'est pas Honda qui avait eu l'idée d'aller le chercher en toute primeur. Ouais, donc moi ce qui m'a étonné cette saison, c'est le nombre de chutes très lourdes qu'on a vu au cours de la saison. Il y a eu celle de Pirot, Mugello, où on a eu quand même très peur. Plus que peur, ouais. Plus que peur. Rabat en Angleterre, on peut parler aussi de Crutchlow en Australie, qui s'en est mis une très très grosse. Et puis la fin d'année de Lorenzo. Lorenzo en Thaïlande. Lorenzo au Qatar aussi. Pas pendant course, pendant la qualif ou les essais, il saute de la moto, il a plus de frein. Et il y a eu une enquête, Brembo et tout, soi-disant ils ont trouvé, mais on n'a jamais su c'était quoi. Mais d'ailleurs Pirot, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Parce que c'est pas une chute conventionnelle. Hein. À cet endroit, de la manière dont il chute, je sais pas. Freinage boule ligne droite, je sais plus si ça avait été. On a l'impression que la roue avance bloc. Ouais, en fait c'est l'impression qu'on a, mais pareil, à chaque fois que tu parles freinage, tu parles Brembo, mais ça peut être 150 autres trucs. Oui, bien sûr. Donc, parce que c'est eux qui sont marqués. Hein. Oui, non, mais je crois que c'est le seul manufacturier qui fait des freins, non? Non, il y a Nissin aussi. Je sais pas s'ils sont toujours en Nissin. Ils sont en MotoGP ils y étaient jusqu'à il y a quelques années, mais après je sais pas s'ils y sont encore cette année. Très bonne question. Peut-être chez KTM, ils aiment bien les solutions en maison. Non, c'est sûr, c'est Brembo. Non, mais tu peux avoir aussi la fourche, enfin tu peux avoir 36 la cinématique d'une moto, c'est un cauchemar. Donc sur un freinage de trappeur, ou pareil, est-ce qu'à cet endroit-là, la piste, il y avait un creux, machin. Il y a trop de paramètres, il y en a certains qu'on ne saura jamais, alors c'est difficile de l'admettre qu'on ne saura pas. Mais Pirot, la façon dont ça se bloque, je suis pas spécialiste, mais c'est du jamais vu en fait. Enfin, jamais vu par moi en tout cas.
La bourrade, il est encore à une vitesse extrêmement élevée. Bien sûr. Souvent, on voit des pertes de l'avant parce qu'ils engagent sur les freins. Donc après, ça passait pas. Parce que normalement, tu relâches tes freins pendant la courbe. Alors, moi, je sais pas piloter comme ça. Moi, je freine en ligne droite et après, je tourne. Et si c'est tant pis, c'est back. Mais c'est trop tard. Mais eux, ils rentrent sur les freins, ils ont encore le feeling du frein. Encore ils mettent de l'angle, ils sont sur les freins. Donc là, à ce moment-là, quasiment 20 mètres avant la courbe, j'en vois pas trop qui satellisent comme ça en fait. Le mec inconscient au moment où il chute, quoi. Donc pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a eu une très très grosse chute. Et si on relativise, on se dit quand même que les équipements qu'ils ont aujourd'hui sont sacrément performants. Faut pas oublier que l'airbag est obligatoire depuis l'année dernière, depuis 2018 donc. Et il y a eu Crutchlow qui a eu le coup de pas de chance d'avoir pas mis la combi parce qu'il venait d'en changer ou je sais pas quoi. Crutchlow il s'en est mis une sans airbag mais parce qu'il y avait une bonne raison. Il avait pas la combi avec airbag. En fait, il s'est mis deux. Il avait déjà chuté en FP4. FP4 et du coup il rechute en qualif. Thomas, oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur la catégorie ou on passe à la suite? Non, rien de spécial. Non. Là qui me vient à l'esprit, non, on a encore assisté à une saison quand même avec des records à noter quand on voit la course en Thaïlande, le classement du podium qui est un des plus serrés, le top 15 à Assen. Quand on voit le top 15 à Assen, je veux dire 16 secondes pour un top 15, c'est juste incroyable. Donc après, je peux pas parler moto 2, moto 3, mais quand on prend la course 14 pilotes dans la même seconde, c'est incroyable. Pourquoi courir 25 tours? C'est juste incroyable sur des circuits aussi grands. Genre, on serait sur un circuit de karting si petit, à la limite, mais là non, c'est l'Australie dont on parle. C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est que s'il y a des courses à regarder, c'est les courses de Moto 3 pour le spectacle. Bien sûr. Mais là, c'est en train de venir justement avec le règlement qui est mis en place, avec les pneumatiques, avec l'électronique unique qui est mis en place depuis quelques années après la catégorie Open. On voit aujourd'hui ce qui est fait en MotoGP, c'est là on a tous les constructeurs entre guillemets peuvent gagner. On a vu que sur des circonstances un petit peu particulières, on arrive à avoir une KTM sur le podium en fin de saison. On a une Aprilia, même si tout à l'heure vous notiez que c'est vrai que les performances sont un peu difficiles. Il y a eu des casse moteurs en début de saison, donc c'était particulier. Mais quand on voit, je crois que c'est en Aragon, il termine 6ème. Mais c'est chez lui. Mais c'est chez lui, mais même ça reste quand même. Ça reste vachement bien. Avec un budget complètement différent. Disproportionné par rapport au vrai Factory. Exactement. Donc là, on est sur une saison. Depuis plusieurs saisons, on a affaire à une compétitivité qui est juste incroyable. Et quand on voit, donc là je m'échappe un petit peu, mais quand on voit des pilotes comme Rossi qui sont là, qui se battent contre des jeunes qui ont 24 ans, 25 ans quand on prend Marquez, qui sont déjà 7 fois champions du monde, que Rossi est encore là pour se battre pour la victoire. On se dit, voilà. Quartararo l'année prochaine. Voilà, on a Quartararo qui arrive l'année prochaine, qui a 20 ans. Voilà, c'est ça, c'est juste incroyable. On passe au dernier petit segment, donc la course qui vous a marqué, Steph. Vous m'attendiez au tournant qui fut fatal d'ailleurs, à Rossi, Sepang. Parce que on y a cru, j'y ai cru, j'étais peut-être pas le seul. Tout le monde y a cru, je pense. Mais je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est le retour. C'est pour une fois une battle de chrono qui était intéressante, parce que les battles de chrono, t'es obligé de t'en remettre au chrono plutôt qu'au dogfight, c'est un peu chiant. Mais là, il y avait une espèce de drama. C'était un drama d'ailleurs, c'est pas une espèce de drama. Et alors j'ai l'impression que Rossi, sa spécialité, c'est de perdre l'arrière. Ça ressemble à des chutes de l'avant, mais c'est perdre de l'arrière. Enfin, c'est ce qui a été dit. Parce que ça me fait penser. De l'arrière. Ça m'a fait penser à la chute du Mans quand il court après Vignales l'année d'avant. C'est l'arrière et on voit beaucoup de gens tomber de l'avant, mais là l'arrière, ça semble être un nouveau problème. Alors est-ce que c'est justement ces fameuses ECU, le dosage, la remise sur l'angle, je sais pas quoi, parce que on peut imaginer que ces gens-là, notamment Valentino, il dose un peu l'arrière, quoi. Enfin, il a un peu des années derrière lui, il fait du dirt track et tout, et bam, il se la met. Donc de l'arrière. Et pour revenir à la course, oui, Sepang, il y avait ce drama qui, même si rétrospectivement il a perdu, au moins ça nous a tenu en haleine, quoi. C'était pas un mec tout seul devant ou alors les gars. Non, c'était palpitant, pas conventionnel.
Bien sûr. mais palpitant, quoi. Après, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi comment, je sais pas si on en parlait enregistré ou pas, mais à l'époque, on parlait de Johnny Ray en Superbike, de lui mettre entre guillemets un handicap en début de course. Là, à Sepang, c'est ce qui s'est passé avec Marquez. Il part 7ème sur la grille après être pénalisé. C'est vrai. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on s'attendait. Voilà, un petit piquant et bon. Et c'est vrai que j'ai fini par oublier que Marquez était parti avec un handicap. En fait, j'ai retenu que Rossi qui nous y a fait croire. Mais c'était une drôle de course parce que je crois que sur les courses d'avant, est-ce que c'est là que son team est champion du monde? C'est au Japon. Avant. Non, c'est 2 courses avant. C'est 2 courses avant. Donc oui, ça. En fait, tu commençais à te monter le bourrichon en disant si en plus il gagnait une course, on en est réduit à ça. On ne parle pas de gagner le championnat, mais bon, après la petite satisfaction du mec qui ricane dans son coin, c'est qu'il finit 2 peu certes, mais devant son coéquipier. Alors c'est juste pour dire qu'il est pas mort. En fait, c'est pas pour faire chez Vignales qui a un gros talent. S'il chope du ciboule solide, il sera très fort. Mais que Rossi soit pas au frais, ça veut dire que l'année de plus qu'il va faire là, elle est pas ridicule. C'est pas, ça fait pas de la peine. Non. Voilà. Au contraire. Non, il a fait une année solide, Rossi. Jamais assez performant pour être vraiment compétitif, mais là, pour être dans le top 5, top 7. Ce qui force l'admiration, parce qu'on sait ce qu'il a été. Et le gars, c'est tellement sa passion la moto, on a l'impression que tant qu'il s'amuse, j'ai pas l'impression que ça le fasse tant chier que ça. Enfin, j'imagine que oui, il doit shooter dans ses affaires, dans son motorhome, mais alors c'est peut-être aussi son aspect un peu toujours content, ravi de la crèche italien, mais s'il remet ça, en fait, j'ai l'impression que il y a peut-être un peu de pognon, mais c'est beaucoup du fun. Enfin, même en perdant, il arrive à avoir du fun, le gars. C'est son mode de vie, il le disait, quand il a rempilé pour 2 ans. Moi, ce que j'avais vu qui m'avait plu comme approche, c'est aussi, il veut pas se faire une Jordan. On revient toujours à Jordan, désolé, mais c'est un peu une icône. Il veut pas avoir l'impression qu'il est parti trop tôt. Parce que quand tu essaies de partir au sommet, tu peux toujours te dire, un peu à la Sébastien Loeb, je m'en vais comme un prince. Ou Sampras, quand il arrête suite à sa victoire à US Open en 2002. Voilà. Alors les gars, je vous laisse les clés, amusez-vous bien maintenant. Bah là, il préfère faire la saison de trop. Ça ne le gênerait pas de faire la saison de trop, d'après ce qu'il dit. Comme ça, il n'aurait aucun regret, il serait même pas tenté de revenir, parce qu'on se souvient que le deuxième comeback de Jordan, c'était assez compliqué. Je parle de quand il était dans son équipe, de l'équipe qu'il avait achetée là. Il fallait pas. On parle basket ou oui, tiens, d'ailleurs, 2e podcast d'affilée. Non, mais je donne des images qui ont marqué le premier comeback de Jordan, qui est bien. Pierre? Ouais, alors c'est difficile de choisir une course parce que j'en aime plein. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, qui étaient beaucoup plus chiantes, mais donc pour celles qui m'ont marqué, donc à la fois la première au Qatar et la dernière à Valence, victoire de Dovi. À chaque fois, tu commences la saison sur une victoire, t'es hyper content, et tu la finis sur une victoire, ça fait plaisir. Argentine, je l'ai aimé pour le drama. Alors oui, on beach et tout, mais en fait, il y a un petit croustillant qui fait que c'est une course particulière quand même. Et puis même voir Miller, j'aurais aimé que Miller fasse quelque chose de mieux. Crutchlow, victoire pour lui, c'est super, c'est un gars adorable, même s'il est fort en gueule. Voilà. Mugello parce que doublé Ducati. Et Hassen, on l'a dit, pour le top 15 hyper resserré. De toute façon, on est tous amoureux du MotoGP, donc c'est difficile de dire qu'on a vraiment pas aimé une course. Non, mais c'est vrai que contrairement à la F1, rares sont les courses inintéressantes. Désolé pour les fans de F1. Moi, c'est mon sentiment perso. Je me suis désintéressé de la F1. Je sais pas quand, mais il y a un moment où je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Le fait de gagner dans les stands. Je pense que ce que le MotoGP a, hormis les flag to flag qui sont obligés, la gros plus pour moi d'un MotoGP, c'est tu pars pour 20 ou 25 tours et tout le temps à fond, quoi. Pas de stand. Pas de 1-2 arrêts. Oui, je te laisse repartir en premier parce que t'es mon coéquipier. Non, c'est boum. Même pour le flag to flag, contrairement au Formule 1, ils n'ont pas de communication dans le casque avec leur team, c'est juste panotage ou inscription au tableau de bord. Et c'était la fois, c'était à Assen, je crois, il y a 2 ans. Rossi, il voulait pas s'arrêter pour changer de pneus. Et il fait un tour, il fait 2 tours et son team il est fou, mais rentre au stand. En plus, il perd 30 secondes, c'est une cata. Et donc même les grands peuvent se faire niquer. Mais en Formule 1, tu verrais jamais ça. En Formule 1, tu rentres au stand, quoi. Et donc c'est pas du tout pareil. Les mecs qui sont sur Skype, direct. Bon.
Cyril, une course que tu as adorée? On va faire Thomas avant. En fait, Thomas. Thomas, une course? Non, j'en ai pas Plusieurs, une. hein. Ouais, j'en ai plusieurs. La première, effectivement, c'est le Qatar. Moi, surtout, c'est la pole position de Zarco direct avec un record du tour. Il a explosé le record du tour. Et de suite, ça met dans l'ambiance, quoi. On s'est dit, ouais, voilà, on a retrouvé un Johan tel qu'il l'avait terminé la saison juste avant à Valence. Donc là, on s'est dit, waouh, génial. Et en fait, il a confirmé, même après, il a toujours été là. Il s'est toujours, on l'a même envisagé pour la course au titre, et même lui, hein, il n'avait pas lâché avant plusieurs courses. C'était des choses qui s'étaient pas passées depuis des années au niveau d'un classement en 500 MotoGP. On se souvient d'un Raymond Roche à l'époque, voilà, avec un classement avec le système de points qu'on a actuellement, donc qui est depuis 93. Donc cette course-là, l'Argentine, effectivement, donc tu as mentionné Crutchlow, Miller et Zarco, mais moi je me souviens surtout d'un Rins qu'on n'attendait pas forcément, donc on savait son potentiel. Mais quand on voit la course qui mène avec des passages, des courbes en glisse, avec le pneu qui fume, on s'est dit mais incroyable de voir ce pilote tel qu'il est aujourd'hui. Et ensuite d'autres courses, donc effectivement on a Assen, l'autre qui m'a beaucoup marqué, même si je n'y étais pas malheureusement, c'était la Thaïlande, de voir que le public applaudit tout le monde, que c'est une ambiance complètement différente. Donc c'est vrai qu'on peut souligner effectivement de voir les huées dans certaines courses. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que c'est des pilotes qui nous offrent un spectacle. Voilà, quand on me pose la question de savoir quelle course, quand tu me poses la question de savoir quelle course m'a plu plus qu'une autre, elles sont toutes incroyables, et donc et ils nous offrent un spectacle à couper le souffle. Et donc quand on voit des huées, c'est sûr que ça fait pas plaisir, que ce soit pour un Marquez, que ce soit pour n'importe qui, surtout pour Marquez, malheureusement avec ce qui s'est passé en Argentine. Bon, voilà, après il y en a d'autres, il y a d'autres courses qui ont été incroyables après, parce que là on parle que du MotoGP, mais quand on parle Moto 3, Moto 2, il y en a d'autres qui viennent. Bon, je vais quand même la citer. C'était surtout le titre de Jorge Martin. Ouais. Une course, c'était juste un peu ce qu'il avait fait en Aragon. Il a dominé tout le monde, il a fait une fin de course incroyable, et là on voit le potentiel qu'a ce jeune. L'année prochaine il passe en Moto 2 et on voit que sur ses premiers tours de roue, sur la Triomphe, il montre qu'il a un talent incroyable. Malheureusement, comme certains pilotes, il joue de malchance, il se blesse très souvent, et là il s'est blessé à Jerez. Ouais. Voilà. Donc ça laisse présager de bonnes courses, et c'est des pilotes. Il s'est fait tibia péroné ou fémur? Tibia péroné, si je me trompe pas, et aussi un peu du coude. Enfin, il y a eu il s'est bien envolé. Il a pris cher, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est des pilotes qu'on retrouvera très certainement en MotoGP. 2, 3, 4 ans. Voilà, donc après je m'échappe un peu, mais c'est vrai que quand on parle de Joan Mir qui a signé, on se dit il a fait juste une saison en Moto 2. Il a clairement expliqué son choix, c'est qu'aujourd'hui le mercato, on en parlait, le mercato se passe là tous les 2 ans. Si on veut un guidon officiel, il aurait fallu qu'il attende encore 2 ans. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Donc en tant que rookie quand même, il a fait une saison, saison très très bonne, quoi. Enfin, exceptionnelle, quoi. Très honorable, effectivement. Donc c'est pas forcément pas à la hauteur d'un Vignales ou d'un Rins à l'époque. Mais ça reste un excellent pilote. Faut pas oublier que statistiquement, ce qui est quand même étonnant, c'est de voir la domination des Italiens en Moto 2. Ça montre qu'aujourd'hui on a un plateau. Il y a un ranch qui bosse, il y a un ranch qui bosse, effectivement, et c'est bien. Une académie, Et là, ce qu'on a remarqué aussi avec certains journalistes, c'est aussi le renouveau des pilotes japonais. On voit les pilotes japonais, on voit en Moto 3, on a Suzuki, je m'échappe, on parle pas de MotoGP. C'est une belle conclusion. Suzuki, il y a Toba, il y a Masaki, il y a beaucoup de pilotes qui sont là, et ça fait plaisir de voir le renouveau des pilotes japonais, même asiatiques. C'est toujours bien que ça tourne de toute façon, parce que si tu tombes toujours sur des Espagnols, encore des Espagnols, tout tourne en rond. Et ça nous rappelle les souvenirs de l'époque, mais dans les années 90, l'ère japonaise avec. Je me souviens des pilotes wildcard qui étaient là juste pour une course, qui trustaient le podium. On avait Kato, Matsudo, c'était des pilotes incroyables. Et là aujourd'hui, et Nakano, je ne l'ai pas oublié, mais voilà. Là on retrouve ça, et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est des nationalités pas qu'on avait oubliées, mais qui fournissaient pas le même nombre de jeunes talents qu'on pouvait avoir en Europe. Là on a il y a les 2 frères turcs.
Il y a Kanonchu et son frère et Dennis. va arriver l'année d'après, je pense, l'année prochaine, peut-être. Après, c'est l'âge qui jouera probablement. Ça dépend. Voilà, c'est juste. Faut pas oublier que Dennis a gagné lui l'Asia Talent Cup. Donc, si le règlement entre guillemets avait permis aussi au vainqueur de l'Asia Talent Cup de pouvoir accéder, il aurait pu aussi. Donc, il l'a pas gagné cette année, mais il l'a gagné l'année dernière, je crois. Ouais. Enfin, quand je dis cette année, excusez-moi. Hein, Ouais, 2018. On parle de 2018, ouais. Voilà. Mais on voit aussi que le travail qui est fait, des coupes de promotion, donc je m'échappe, je suis vraiment désolé, mais C'est super intéressant. Donc, les coupes de promotion, ne t'excuse Red Bull pas. Rockies Cup, Asia Talent Cup, British Talent Cup, toutes les coupes de promotion comme celle-ci fournissent un vivier de jeunes talents, et on voit que le travail de l'Asia Talent Cup porte ses fruits aujourd'hui, donc parce que des pilotes comme Toba viennent de cette coupe-là. Donc c'est un travail en sous-marin qui aujourd'hui porte ses fruits. Donc même le travail de Rossi avec le ranch, là ça fait des années qu'il met ça en place, et c'est aujourd'hui que ça porte ses fruits. Et donc l'année prochaine, il me tarde de voir des pilotes comme Marini qui gagne son premier Grand Prix cette saison, des pilotes comme même Baldassari, hein, puisque lui aussi c'est un pilote qui a du talent, mais voilà, on verra. Moi, je voulais rebondir sur Rins. Oui. Effectivement, il a un talent fou, ce gamin, mais alors c'est pas un reproche direct parce qu'on pourra pas lui reprocher. Bah, il est plus jeune que moi, c'est un gamin. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, si on prend le podium à Assen, c'est la première fois que Marquez est le plus vieux sur le podium. Ah ouais. Parce qu'il il y avait lui Rins et Viñales, et ils sont plus jeunes. c'est la première fois. Il y a beaucoup d'Espagnols quand même. Excusez-moi. Et je crois que c'est la première fois que c'est un triplé espagnol aussi, où il n'y a pas une seule fois Pedrosa. Mais tu sais que maintenant je suis traumatisé, j'ai l'impression que l'hymne espagnol c'est l'hymne de la Dorna en fait. Tu sais, t'es comme dans la Champions League, t'as toujours l'espèce de chanson improbable. Ouais. Et ben là tu t'entends ça, tu te dis mais attends, c'est quoi cet air au fait? C'est pour ça que j'aimais bien la Moto 2 pour écouter la Marseillaise il y a quelques années. Non, Même là cette année, 2 fois. Ouais. Pour en revenir à Rins, juste pour dire que je trouve qu'il souffre un déficit d'image, et c'est pour ça qu'on le voit moins, alors qu'il a un talent fou. Il est peut-être plus timide, ou en tout cas Suzuki le garde plus peut-être en réserve, je sais pas. C'était un bon choix, mais peut-être qu'ils auraient gagné une course ou deux avec Zarco. Voilà. Avec des si. Mais j'aime bien cette tendance qu'a Suzuki à aller chercher, ou en tout cas se lancer des défis, on voit avec Mir. Et j'aime bien cette tendance qu'a Suzuki à miser sur des pilotes, entre guillemets, qu'on n'attendrait pas, pour une usine en fait. C'est partir directement avec une usine. Oui. Et en plus, ils ont pas d'écurie satellite, donc non, les ça, paris, c'est à eux de les faire. Exactement. Ils peuvent pas se dire, bon bah tiens, tu fais une année en satellite et puis on verra quoi. Exactement. Non, ils pourraient se dire, du coup, vu qu'on n'a pas de team satellite, on prend que des vieux briscards qui ont l'expérience. Ou au moins un vieux briscard, tu vois. Mais du coup, pas forcément. C'est eux qui sont allés chercher Viñales. Ils ont pris Rins, là, ils ont pris Mir. Effectivement, ils font pari de la jeunesse et du talent. Pour l'instant, ça semble plutôt leur réussir. Ouais, ça progresse. Hein. Il faut pas oublier encore une fois le travail que fait Guintoli en sous-marin derrière en tant que pilote d'essai. Bah, ce qui était super, c'est que justement ils l'ont remercié. Il n'y a pas beaucoup de teams officiels qui passent ce petit tweet pour dire ce qu'on a réussi à faire, c'est aussi grâce à lui. Bien sûr, le travail qu'il fait, c'est énorme, et c'est vrai qu'il bouge, il fait beaucoup de tours, et faire des. Je sais plus quel pilote me disait ça à l'époque, quand on est pilote essayeur, faire des tours tout seul, sans avoir entre guillemets d'objectif, c'est-à-dire de pilote de lièvre devant soi, c'est quand même très difficile. En plus, souvent, c'est, je vais pas dire de bêtises, mais c'est en fait, tu fais 3 tours, tu reviens, c'est pas forcément chercher le chrono, c'est chercher voir si la pièce fonctionne bien, si. C'est une différence. C'est une méthode de travail complètement différente, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à critiquer les pilotes d'essai qui viennent faire une pige ou deux pendant la saison. Il faut pas oublier que c'est pas du tout leur état d'esprit de rouler et d'aller chercher la victoire, chercher le podium, même si c'est des compétiteurs dans l'âme, c'est complètement une méthode de travail différente, et c'est vrai que ça peut jouer en leur défaveur quand on les regarde de l'extérieur comme ça, mais le travail qu'ils font en sous-marin, c'est énorme. Bon, on va clôturer. Thomas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce débrief MotoGP. Avec grand plaisir, encore une fois, merci. Nous, on va clôturer donc cette saison 2 de C'est qui en pôle avec cet épisode. Champagne, non. On va se faire insulter, c'est un bar à bière. Hein. Donc on va se retrouver donc pour la saison 2019, donc qui va démarrer mi-mars. Pour 2019, on va, je sais pas trop comment le dire. On recrute. Ouais, on recrute, voilà. On recrute. Donc si vous voulez nous rejoindre pour qu'on soit un petit peu plus nombreux, couvrir plus de courses,
Par exemple le Superbike, en parler un petit peu plus, essayer de passer en format hebdomadaire, on verra, mais voilà, pour ça il faut qu'on soit plus nombreux, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors il y a de l'IRL, mais vous n'êtes pas obligé d'être francilien, puisque le modus operandi classique, là je lève un peu le voile, mais tout le monde le sait je pense, on fait du Skype ou quelconque Discord, ça marche moyen sur l'audio. Les choses peuvent se faire à distance, donc vous pouvez être n'importe où dans le monde aussi finalement. Pourquoi la France on peut se causer et échanger et de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a que moi qui suis de mauvaise foi. C'est toi qu'on a le plus, c'est pas pareil. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Voilà. Nous sommes open. Donc pour 2019, on vous a préparé aussi plein de petits goodies, donc vous verrez ça au fur et à mesure du lancement de la saison. Yeah. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux classiques, et puis si vous n'avez pas les réseaux sociaux, c'est pas grave, téléchargez les podcasts quand ils sortent. Et vous pouvez suivre aussi évidemment Thomas sur @off_bikes. C'est ça, sur Twitter, le off-bikes tout court sur Instagram et Facebook. Et Facebook, ouais. Même plein si de photos. J'ai mis mon nom récemment, maintenant c'est plus off-bikes, ça reste Thomas Morcellino, mais... Voilà, bon, écoutez, à la prochaine. Ciao. Merci. Tchuss.